Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne Apprendre à coder. Aujourd'hui, je te propose un tutoriel complet pour apprendre à programmer en Java de A à Z. Ce tutoriel s'adresse à toi si tu débutes totalement en programmation, mais aussi si tu connais déjà un autre langage et que tu veux découvrir le langage Java. Le tutoriel va se diviser en 12 parties distinctes. On va commencer par les objectifs du tutoriel. Qu'est-ce que Java? On va installer ensemble l'environnement de développement Java. Tu vas ensuite effectuer tes premiers pas en langage Java, parcourir les éléments de base du langage Java. Tu vas manipuler des tableaux, des chaînes de caractères, manipuler les dates, les opérateurs, utiliser les différentes structures de contrôle, parcourir quelques nouveautés de Java 21, découvrir la partie orientée objet de Java et enfin terminer sur un mini projet. Les objectifs de ce tutoriel sont multiples. Apprendre les concepts de base de la programmation en utilisant le langage Java, être capable de développer un programme en langage Java et l'améliorer. Développer des compétences permettant de postuler à un poste de développeur Java débutant, t'aider à valider un diplôme ou une certification, avoir des bases pour apprendre un autre langage et utiliser des outils modernes d'aide au développement. Si ton objectif est de devenir développeur ou te reconvertir vers les métiers de l'informatique, c'est totalement possible à condition de maîtriser les bases que nous allons voir ensemble. Même avec le développement rapide de l'intelligence artificielle, les entreprises ont toujours et auront encore besoin de développeurs capables de comprendre le code, de le lire, de l'analyser, de le corriger et de le faire évoluer. L'IA est un outil puissant qui permet de développer la productivité du développeur, mais sans compréhension du code, le développement reste superficiel. Avec des bases solides en programmation Java, les opportunités restent nombreuses. Tu peux devenir développeur en CDI, te lancer en freelance, évoluer vers des rôles comme la gestion de projet, travailler à distance ou même t'expatrier à l'étranger. Avant de commencer à coder, on va prendre quelques minutes de théorie. C'est important parce que comprendre ce qu'est Java et comment il fonctionne va t'aider à mieux progresser par la suite. Java est un langage de programmation orienté objet, créé en 1995 par des ingénieurs de Sun Microsystems. Depuis, il est devenu l'un des langages les plus utilisés au monde, notamment dans les applications professionnelles. Concrètement, Java est présent partout. Dans les applications que tu utilises au quotidien, les services en ligne, la formation à distance, les plateformes bancaires, et de nombreuses applications web et mobiles. Sans Java, une grande partie des logiciels et services actuels ne fonctionneraient tout simplement pas. Petite précision importante avant d'aller plus loin, Java et JavaScript, ce n'est pas la même chose. JavaScript est principalement utilisé pour créer des pages web interactives et s'exécute dans le navigateur. Java, lui, est un langage beaucoup plus généraliste, utilisé côté serveur, dans les logiciels, les applications mobiles et les applications utilisées en entreprise. Java est aussi une compétence très recherchée sur le marché du travail. Même aujourd'hui, et encore plus en 2026, il fait partie des langages avec plus grand nombre de développeurs actifs dans le monde. D'après le Stack Overflow Developer Survey 2025, qui interroge des dizaines de milliers de développeurs dans le monde, Java fait toujours partie des langages les plus utilisés. Si l'on regarde l'ensemble des répondants, Java est utilisé par près de 30% des développeurs actifs, ce qui le place devant ou au même niveau que de nombreux langages plus à la mode. On parle ici d'un langage qui a 30 ans. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que chez les personnes en train d'apprendre à coder, c'est-à-dire les débutants en programmation, Java est utilisé par plus de 40% des répondants. Ça montre une chose très importante, Java n'est pas un langage du passé, il continue d'être appris par les nouvelles générations de développeurs. Parmi les caractéristiques de Java, il y en a plusieurs à retenir. D'abord, Java est un langage portable. Un programme écrit en Java peut fonctionner sur Windows, Mac ou Linux sans modification. C'est possible grâce à la machine virtuelle Java qu'on appelle la JVM. Java est également orienté objet. Pour faire simple, on va modéliser des éléments du monde réel. Par exemple, une voiture peut avoir un modèle, un nombre de roues, une vitesse, un moteur. Toutes ces caractéristiques deviennent des propriétés et des comportements dans le code. C'est ce principe qui permet de construire des applications claires et bien organisées. Java est aussi un langage fortement typé. Ça signifie que chaque donnée a un type bien précis et que Java fait la différence entre une majuscule et une minuscule. Il faut donc être rigoureux, bien placer les accolades et terminer les instructions par un point-virgule. Ne t'inquiète pas, on verra tout ça tranquillement pendant ce cours. Un autre avantage important de Java, c'est la gestion automatique de la mémoire. En tant que développeur, tu n'as pas à t'en préoccuper directement. Java s'en charge pour toi. C'est l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses grandes entreprises utilisent Java, car c'est un langage stable, sécurisé et fiable. Et enfin, Java permet de créer des applications performantes et multitâches. Par exemple, sur un smartphone Android, une application peut se mettre en pause automatiquement lorsqu'un appel arrive, puis reprendre ensuite. C'est ce genre de mécanisme que Java gère très bien.
Pour commencer à développer en Java, tu as simplement besoin d'un ordinateur, d'un kit de développement et d'un environnement de développement, tous disponibles gratuitement. Et dans la prochaine partie, on va justement passer à l'installation des outils nécessaires pour commencer à coder. L'environnement de développement Java se compose de deux éléments. Le premier élément, c'est le JDK pour Java Development Kit. En français, c'est le kit de développement Java. Pour faire simple, ce sont tous les outils indispensables pour développer en Java. Il contient le JRE pour Java Runtime Environment, le compilateur et les API Java. Et le deuxième élément, c'est l'IDE pour Integrated Development Environment. C'est donc un environnement de développement intégré qui se compose d'un ensemble d'outils qui vont te permettre d'écrire ton code en augmentant ta productivité et en rendant ton travail plus facile. Pour télécharger le JDK, tu vas ouvrir ton navigateur préféré et taper simplement JDK Oracle. Tu vas ensuite choisir ta région. Moi, je suis en France, donc je vais choisir Oracle France. Sur la page de téléchargement, tu vas sélectionner la dernière version de Java, c'est-à-dire Java 25 en version LTS, qui signifie Long Term Support. Tu auras ainsi la dernière version en termes de stabilité et de fiabilité. Sélectionne ton système d'exploitation. Dans mon cas, je suis sur Windows et clique sur le lien de l'exécutable pour le télécharger. Tu peux ensuite aller dans ton dossier Downloads ou téléchargement si tu as ton ordinateur en français et lancer l'installation du JDK. Dans la première étape, tu peux cliquer sur Next. Deuxième étape, c'est le choix du dossier de destination. Je te conseille de le laisser tel quel par défaut et cliquer sur Next. L'installation démarre et à la fin, tu peux cliquer sur Close et le JDK est maintenant installé sur ton ordinateur. Tu peux ensuite passer à l'étape suivante, c'est-à-dire l'installation de ton IDE. Et dans ce tutoriel, on va utiliser IntelliJ IDEA. IntelliJ IDEA, c'est l'un des IDE les plus utilisés aujourd'hui, aussi bien pour les débutants que pour les développeurs professionnels. Petite info intéressante, Google utilise IntelliJ IDEA comme base pour Android Studio, qui est tout simplement l'IDE officiel pour le développement Android. Pour l'installer, tu vas simplement taper IntelliJ IDEA dans ton navigateur préféré et tu vas cliquer sur télécharger au niveau du site officiel pour télécharger l'IDE IntelliJ IDEA, jetbrains.com. Depuis peu, JetBrains met à disposition des développeurs débutants et des développeurs professionnels un seul et unique produit pour IntelliJ IDEA. À l'origine, il y avait une version Ultimate et une version Community. Maintenant, il y a un seul produit avec 30 jours d'essai de l'abonnement Ultimate. Si tu veux bénéficier de 20% de réduction sur l'abonnement Ultimate, il te suffira d'utiliser mon code promo apprendre à coder 20 pour télécharger l'IDE. N'oublie pas de sélectionner ton système d'exploitation. Dans mon cas, je suis sur Windows et sélectionne l'exécutable à télécharger. Le téléchargement se lance. Retourne dans ton dossier Downloads et clique sur l'exécutable pour lancer le téléchargement d'IntelliJ IDEA. Avant de lancer l'installation d'IntelliJ IDEA, il est recommandé de fermer toutes les applications. Ensuite, tu peux cliquer sur Next. Ici, j'ai une ancienne version d'IntelliJ IDEA qui est installée sur mon ordinateur. Donc, je vais profiter de l'installation de la nouvelle version pour désinstaller l'ancienne version. Et je vais également conserver les différents paramétrages et configurations depuis mon ancienne version. Tu auras cette étape uniquement si tu as déjà une ancienne version d'IntelliJ IDEA sur ton PC. Et ensuite, tu peux cliquer sur Next. Pour le choix du dossier de destination, je te conseille de laisser la sélection par défaut et cliquer sur Next. Dans la partie installation des options, je te conseille de cocher IntelliJ IDEA dans Create Desktop Shortcut. Ça te permet tout simplement de retrouver facilement ton IDE. Deuxièmement, dans Update Path Variable, tu peux cliquer sur Add Bin Folder to the Path. Ça va te permettre, entre autres, de lancer IntelliJ IDEA depuis ton terminal, par exemple. Ça peut être utile pour Git ou les projets avancés ou de l'automatisation. Et même si tu débutes avec IntelliJ IDEA, c'est une bonne pratique à avoir. Troisièmement, dans Update Context Menu, tu vas cliquer sur Add Open Folder as Project. En fait, ça va te permettre de faire un clic droit sur un dossier et d'ouvrir directement IntelliJ IDEA. Et ensuite, dans Create Associations, tu vas sélectionner uniquement le point Java pour l'instant, car tu vas travailler essentiellement en langage Java. Ça va t'éviter les conflits si d'autres outils sont installés. Et pour l'instant, les autres extensions ne sont pas nécessaires pour un tuto débutant. Et ensuite, tu peux cliquer sur Next. Dans Choose Start Menu Folder, tu vas laisser JetBrains et cliquer sur Install. L'installation de l'IDE commence. Une fois l'installation terminée, tu peux cliquer sur Run IntelliJ IDEA et cliquer sur Close. Au premier lancement, IntelliJ IDEA peut te proposer quelques
deux écrans de configuration, tu peux les fermer et tu auras normalement la page d'accueil d'IntelliJDA te permettant de créer ou d'ouvrir un projet et de configurer ton IDE. Ton JDK et ton IDE sont installés. Tu as donc un environnement de développement Java fonctionnel. Et dans la prochaine partie, je vais t'expliquer comment fonctionne Java et ensuite on passera à ton premier programme en langage Java. Avant de commencer à coder, il y a deux choses essentielles que tu dois comprendre. Premièrement, le fonctionnement de Java et deuxièmement, la structure d'un programme Java. Si tu comprends ces deux éléments, tout le reste sera beaucoup plus simple. Pour que ton code devienne quelque chose de lisible à l'écran, que ce soit sur un PC, un Mac, un smartphone Android ou une tablette, il y a plusieurs étapes. Première étape, le code source. Tu vas écrire ton code dans un fichier qui a l'extension .java. C'est ce qu'on appelle le code source. Tu vas écrire ce code en langage Java. Deuxième étape, la compilation. Ce fichier en .java est envoyé au compilateur Java. Et s'il n'y a pas d'erreur, le compilateur va générer un nouveau fichier avec l'extension .class. Ce fichier .class est composé de bytecode. Pour faire simple, le bytecode est une forme intermédiaire du programme. Ce n'est plus du code lisible par un être humain. Tout support capable d'exécuter Java pourra interpréter le fichier .class et le traduire en quelque chose de compréhensible. Et c'est là qu'intervient la JVM dans la dernière étape, c'est-à-dire la Java Virtual Machine. La JVM est présente sur ton ordinateur ou ton appareil. Elle va lire le fichier .class, interpréter le bytecode et l'exécuter. Et c'est seulement à ce moment-là que tu vois le résultat s'afficher à l'écran. C'est grâce à ce mécanisme que Java est portable, c'est-à-dire que le même fichier .class peut être exécuté sur Windows, Mac ou Linux. On dit également que Java est un langage à la fois compilé et interprété. Maintenant que tu as compris le fonctionnement, parlons maintenant de la structure d'un programme Java. Sur cette image, on peut comparer un fichier ayant l'extension .java à un conteneur. À l'intérieur de ce fichier .java, on va retrouver des classes et dans ces classes, on va trouver des méthodes. Dans le premier exemple, on a une classe simple. C'est une classe déclarée publique qu'on a appelée voiture. Tu peux remarquer que le nom commence par une majuscule, la classe commence par une accolade ouvrante et elle se termine par une accolade fermante. En Java, chaque symbole a un sens précis. Une accolade mal placée et ton programme ne fonctionne pas. Dans le deuxième exemple, cette fois-ci, la classe contient une méthode. Une méthode, c'est une action ou un comportement. Ici, la voiture peut accélérer. La méthode commence elle aussi par une accolade et se termine par une accolade. Et dans le dernier exemple, cette fois-ci, la méthode contient des instructions. Chaque instruction se termine par un point-virgule. Et ça, en langage Java, c'est très important car Java est un langage fortement typé et également sensible à la casse. Ça veut dire que voiture avec un V majuscule, ce n'est pas la même chose que voiture avec un V minuscule. Et les points-virgules en langage Java sont obligatoires pour terminer une instruction. Maintenant que tu comprends comment Java transforme ton code et comment un programme est structuré, on va passer à la pratique. Dans la prochaine partie, tu vas coder ton premier programme en langage Java. Et comme d'habitude, lorsqu'on apprend un nouveau langage, le premier programme consiste à afficher Hello World. Avant de créer ton projet, tu vas effectuer quelques réglages pour pouvoir travailler plus confortablement. Sur la page d'accueil d'IntelliJDA, tu vas cliquer en bas à gauche sur la roue crantée et tu vas ensuite sélectionner Settings. C'est dans Settings que tu vas pouvoir personnaliser et paramétrer IntelliJDA. Ici, on va simplement modifier le thème et régler la taille de la police. Pour modifier le thème, tu vas aller dans Appearance and Behavior et sélectionner Appearance. Je te conseille de choisir entre les thèmes les plus sombres, c'est-à-dire Highlands Dark, Dark ou alors Darkula. Pour ma part, je vais choisir Dark pour le thème et dans Editor Color Scheme, je vais laisser le thème par défaut, c'est-à-dire Dark. Pourquoi choisir un thème sombre? Parce que ça va réduire la luminosité de l'écran, ça fatigue moins les yeux et si tu codes longtemps et que tu passes sur un écran moins sombre, tu vas tout de suite voir la différence. Une fois que tu as sélectionné ton thème, tu peux cliquer sur OK. Passons maintenant à la police. Pour cela, tu vas aller dans Editor et sélectionner Font. Je te conseille un minimum de 20, voire même 25, afin que ton code soit lisible plus facilement, surtout si tu débutes. Tu peux également modifier l'épaisseur des caractères. Dans mon cas, j'ai mis 1. Tu peux également modifier la taille de la police, mais cette fois-ci dans ta console. Pour cela, tu vas dans Color Scheme et tu vas sélectionner Console Font. Tu as le choix choisir entre les paramètres de ton thème, mais tu peux également modifier la taille par défaut. Par exemple, au lieu de 30, mettre 25. Et une fois que tu as terminé, tu peux cliquer sur OK. Bien sûr, tu as accès à d'autres personnalisations et d'autres paramétrages, comme par exemple les raccourcis clavier, mais pour l'instant, on va rester sur une configuration par défaut afin de rester le plus simple possible. Tu as maintenant personnalisé le thème et la police de ton IDE, tu peux donc passer à la création de ton projet.
Pour cela, tu vas cliquer sur New Project. Tu vas donner un nom à ton nouveau projet, par exemple Tuto Java 2026. Dans Location, tu vas laisser l'emplacement par défaut. Vérifie bien que le langage sélectionné est bien le langage Java. Pour le Build System, sélectionne IntelliJ. Et pour les JDK, vérifie bien que c'est la dernière version disponible qui est sélectionnée. Dans mon cas, c'est la version 25. Décoche Add Sample Code. Et une fois que tu as terminé, tu peux cliquer sur Create. Tu es maintenant sur la page principale de ton projet avec à droite la partie dédiée au code et à gauche l'arborescence de ton projet. Rappelle-toi, en langage Java, un programme contient au minimum une classe. Tu vas donc aller dans ton dossier CRC pour source, tu cliques droit, New, Java Class, et ensuite tu dois lui donner un nom significatif. On va faire le plus simple possible et on va l'appeler Tuto Java 2026. Clique sur Entrée pour valider. En haut à gauche, tu peux accéder au menu d'IntelliJ IDEA et ici, on va s'intéresser à une fonctionnalité qui permet d'être focus sur son code. Tu vas aller dans View, Appearance et tu as le choix entre le mode Full Screen ou le mode Zen. Moi, j'ai plutôt une préférence pour le mode Full Screen. Voilà, maintenant, nous sommes à l'intérieur de ta classe principale. Souviens-toi du fonctionnement de Java. À l'intérieur d'une classe, on a une ou plusieurs méthodes. Ici, tu vas écrire la méthode main. Elle est très importante car c'est le point d'entrée du programme. C'est à partir de cette méthode que la JVM va démarrer l'exécution. Si tu n'as pas de méthode main, si tu n'as pas de main, le programme ne peut pas s'exécuter. Cette méthode est publique, c'est-à-dire que tout le programme peut y accéder. Statique, cette notion, on la verra plus tard. Void, c'est le type de retour de la méthode qui signifie qu'il n'y a pas de valeur de retour. Son nom, c'est main. Entre parenthèses, on a les arguments de la méthode. C'est un tableau de chaîne de caractères nommé args. N'oublie pas les accolades ouvrantes et fermantes de la méthode. À l'intérieur de cette méthode, on va ajouter une instruction. Cette instruction va permettre d'afficher le message Hello World. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println en tapant système avec un S majuscule, .out, .println. Et en argument de ta méthode, tu vas ajouter la chaîne de caractères que tu veux afficher dans ta console, entre guillemets double, tu vas écrire Hello World. N'oublie pas le point virgule pour terminer ton instruction. Tu peux ensuite exécuter ton code en utilisant le raccourci Maj F10 ou en utilisant le menu et c'est bien le résultat attendu. Le message Hello World apparaît bien dans ta console. Je te félicite, tu as codé ton premier programme en langage Java. Je te propose de modifier ton code en ajoutant un deuxième message, mais cette fois-ci en français. Tu vas tout simplement copier-coller le premier message et modifier la chaîne de caractères en paramètre de ta méthode println. Tu peux ensuite exécuter ton code et c'est bien le résultat attendu. Tu as bien la première chaîne de caractères Hello World qui apparaît dans ta console et également la deuxième chaîne de caractères Salut le monde qui apparaît dans ta console. Les commentaires ont un rôle simple mais très important, celui d'expliquer ton code. Ils vont te permettre de laisser des informations importantes sur des éléments de ton code. Par exemple, expliquer le fonctionnement d'une méthode. Les commentaires ont plusieurs caractéristiques. Ils ne sont pas pris en compte par le compilateur et ils n'apparaîtront jamais dans ta console. Les commentaires ont plusieurs utilités. Tout d'abord pour toi, si tu reviens sur ton projet plus tard, et également pour les autres développeurs si tu travailles en équipe. Et enfin, écrire des commentaires dans ton code est une très bonne habitude à prendre dès le début. Il existe trois types de commentaires en langage Java. Le commentaire abrégé, en général c'est un commentaire sur une ligne. Le commentaire multiligne, comme son nom l'indique, il va te permettre d'écrire un commentaire sur plusieurs lignes. Et enfin, le commentaire de documentation automatique, qu'on appelle également la Javadoc, qui va te permettre de générer automatiquement une documentation au format HTML. Commençons par le commentaire abrégé, c'est-à-dire le commentaire sur une seule ligne. Retourne sur IntelliJ IDEA et sur ton premier programme, et au début de ta méthode main, tu vas taper 2 slash et tout ce qui va suivre va devenir un commentaire. Tu peux écrire par exemple ceci est un commentaire. Ensuite, tu peux exécuter ton code et c'est bien le résultat attendu. Tu as toujours tes deux messages Hello World et Salut le monde qui apparaissent dans ta console, mais le commentaire lui n'a pas été pris en compte par le compilateur, donc il n'apparaît pas dans ta console. Passons maintenant au commentaire multiligne. C'est celui que tu utiliseras si tu veux écrire un message plus long qui prend plusieurs lignes. Ce commentaire commence par slash étoile et comme tu peux le voir, tout ce qui suit se transforme en commentaire multiligne. Et si tu appuies sur Entrée, l'IDE va automatiquement terminer le commentaire avec étoile slash. Tu peux écrire un commentaire, par exemple, ceci est un commentaire sur plusieurs lignes. Tu peux ensuite exécuter ton code pour vérifier que ton commentaire multiligne n'a pas été pris en compte par le compilateur. Et c'est bien le résultat attendu. Tes deux messages apparaissent toujours, mais le commentaire multiligne n'apparaît pas dans ta console. Troisième type de commentaire, la Javadoc. C'est un commentaire spécial qui permet de générer automatiquement
automatiquement une documentation au format HTML à partir de ton code. Pour le créer, il te suffit de taper /étoile, puis d'appuyer sur Entrée. IntelliGDA va générer automatiquement la structure du commentaire. Tu pourras y ajouter des informations telles que la description de ta classe, la description d'une méthode, des paramètres ou les valeurs de retour. Tu peux exécuter ton code pour vérifier que ce commentaire n'apparaît pas dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tu as toujours tes deux messages, mais ta Javadoc a été ignorée par le compilateur. Les identifiants servent à nommer les éléments de ton code Java. Ça peut être par exemple les variables, les classes, les méthodes, les paramètres, les packages ou les interfaces. Grâce aux identifiants, tu peux ensuite réutiliser ces éléments ailleurs dans ton code. Concrètement, tu donnes un nom à quelque chose, puis tu peux l'appeler et l'utiliser plus loin dans ton programme. Il existe plusieurs règles à respecter. Premièrement, un identifiant est une suite d'un ou plusieurs caractères composés de lettres ou de chiffres. Mais attention, le premier caractère doit obligatoirement être une lettre. Deuxièmement, un identifiant ne peut pas être un mot-clé du langage. Par exemple, tu ne peux pas utiliser true, false ou nul à titre d'identifiant. Pourquoi? Parce que ce sont des valeurs réservées par le langage. Tu ne peux pas les utiliser comme nom de variable ou de classe. Troisièmement, un identifiant ne peut pas contenir des caractères ayant une signification particulière dans le langage. Par exemple, tu ne peux pas utiliser un espace, une tabulation ou certains caractères spéciaux, arrobase, point d'exclamation ou dièse. Ces caractères ne sont pas autorisés dans un identifiant. Prenons l'exemple de notre première classe Tuto Java 2026. Le nom de ma classe, c'est Tuto Java 2026. À l'intérieur de cette classe, on a une méthode qui s'appelle la méthode main. En paramètre de cette méthode main, on a également une autre classe qui s'appelle la classe string. C'est cette classe qui va permettre de gérer les chaînes de caractères. Donc à l'intérieur de la méthode main, on a un tableau de chaînes de caractères. Le tableau est matérialisé par les crochets ouvrants et fermants. C'est donc un tableau de chaînes de caractères nommé args. Tous ces éléments que je viens de citer sont donc des identifiants. À l'intérieur de ta méthode main, tu vas déclarer une variable de type integer, c'est-à-dire un entier, que tu vas nommer valeur. Valeur est donc l'identifiant de ta variable. Tu vas lui affecter la valeur 10 et ensuite tu vas afficher la valeur de ta variable valeur en utilisant la méthode println. C'est donc dans les paramètres de ta méthode println que tu vas réutiliser ton identifiant valeur afin d'afficher le contenu de ta variable valeur dans ta console. Ton identifiant respecte bien les trois règles, c'est-à-dire le premier caractère doit être obligatoirement une lettre, ton identifiant ne contient pas les mots-clés du langage et enfin il ne contient pas de caractères ayant une signification particulière dans le langage, c'est-à-dire pas d'espace, pas de tabulation et aucun caractère spéciaux interdit. Il s'agit donc d'un identifiant valide, donc tu n'as pas de message d'erreur dans ton IDE. Tu peux exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. La valeur de ta variable valeur, c'est-à-dire 10, apparaît bien dans ta console. Cette fois-ci, on va parcourir ensemble quelques identifiants invalides. Premier exemple, un identifiant qui commence par un chiffre. Ton IDE te signale immédiatement une erreur à l'emplacement précis de celle-ci. Et au survol de l'ampoule rouge, l'IDE te suggère des corrections. Si on clique par exemple sur Remove Expression, l'IDE corrige l'erreur et tu obtiens un identifiant valide. Même chose avec un espace, un arrobase, un tiré du 6, un point d'exclamation ou un dièse. Tous ces caractères ne sont pas autorisés dans un identifiant. Et si par exemple tu essayes d'afficher la valeur d'une variable ayant un identifiant invalide, par exemple un identifiant contenant un dièse, tu obtiendras un message d'erreur dans ta console. Dans cet exemple, le message est illegal character avec la précision du caractère en question, c'est-à-dire dièse. Même chose, si ton identifiant commence par un chiffre et que tu essayes d'exécuter ton code, tu obtiendras l'erreur not a statement. Si tu supprimes le chiffre 1, ton identifiant redevient valide et si tu exécutes ton code, tu n'auras plus d'erreur. Les variables permettent de mémoriser différentes valeurs utiles au fonctionnement d'une application pendant son exécution. Autrement dit, une variable sert à stocker une information que ton programme pourra réutiliser plus tard. Une variable doit toujours être déclarée avant d'être utilisée dans le code. La déclaration d'une variable permet de définir ses caractéristiques, notamment son type et son emplacement dans le programme. En Java, selon l'endroit où elle est déclarée, une variable peut appartenir à différentes catégories. Si une variable est déclarée à l'intérieur d'une classe, on parle
parle d'une variable d'instance. Si elle est déclarée avec le mot-clé statique à l'intérieur d'une classe, on parle alors d'une variable de classe. Et si la variable est déclarée à l'intérieur d'une méthode, on parle d'une variable locale. Les paramètres d'une méthode peuvent également être considérés comme des variables locales. Tu peux par exemple le voir dans la méthode main, qui est la méthode qui permet de démarrer ton programme. Il existe également quelques règles à respecter pour nommer une variable en Java. Tout d'abord, le nom de la variable doit commencer par une lettre. Il peut ensuite contenir autant de caractères que nécessaire. Java est sensible à la casse, ce qui signifie qu'il fait la distinction entre les majuscules et les minuscules. Le nom d'une variable peut être composé de lettres, de chiffres ou du caractère tiré du bas. En Java, on écrit généralement les noms de variables en minuscules, sauf la première lettre de chaque mot si le nom de la variable en contient plusieurs. Dans cet exemple, chaque nouveau mot commence par une majuscule. Les espaces et les accents sont interdits dans le nom d'une variable. Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés non plus. Enfin, tu ne peux pas utiliser les mots-clés du langage Java comme nom de variable. Par exemple, tu ne peux pas utiliser static, int, double, class. Ce sont des mots réservés au langage. Lorsque tu déclares une variable, tu dois également préciser son type. Le type indique quelle information la variable peut contenir et quelles opérations peuvent être effectuées avec cette valeur. En Java, il existe plusieurs types de bases que l'on peut classer en différentes catégories. Premièrement, les types numériques entiers. Pour stocker des nombres entiers, Java propose plusieurs types: byte, short, int, long. Pour les nombres avec des décimales, on utilise le type float ou le type double. Et enfin, pour stocker un caractère unique, on utilise le type char. Dans la suite du tutoriel, on va voir comment déclarer une variable et l'utiliser concrètement dans le code. Commençons par les variables de type numérique entier. Tu vas déclarer 4 variables en utilisant les différents types disponibles en langage Java. Première variable, une variable de type int, c'est-à-dire un integer que tu vas appeler int et tu vas lui assigner la valeur 10 000. Int est le type d'entier le plus utilisé en Java pour stocker des nombres entiers. Il va te permettre de stocker des valeurs comprises entre moins 2 milliards et plus 2 milliards. Donc dans la plupart des programmes, on utilise int par défaut pour les nombres entiers. Si tu ne sais pas quel type choisir, utilise int. Deuxièmement, tu vas créer une variable de type byte que tu vas appeler bt et tu vas lui assigner la valeur 14. Le type byte est le plus petit type entier en Java. On l'utilise quand on veut stocker de très petites valeurs, comprises entre moins 128 et 127. Autant te dire que c'est un type qui est très peu utilisé. Troisièmement, tu vas créer une variable de type short, tu vas l'appeler sh et tu vas lui assigner la valeur 123. Le type short va te permettre de stocker des nombres un peu plus grands que le type byte. Il va te permettre de stocker des valeurs comprises entre moins 32 768 et 32 767. Ensuite, tu vas créer une variable de type long que tu vas appeler LG et tu vas lui assigner la valeur 123 762 883. Tu l'as bien compris, le type long va te permettre de stocker des nombres très grands, c'est-à-dire au-delà de 2 milliards. Une fois que tu as terminé de déclarer tes 4 variables, tu vas ensuite les utiliser et afficher un message dans ta console afin d'obtenir la valeur de chaque variable. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println et en paramètre de ta méthode, entre guillemets double, tu vas afficher un message, par exemple, valeur de in, 2 points, puis tu vas utiliser l'opérateur de concaténation, c'est l'opérateur plus, qui va te permettre de lier la chaîne de caractères avec le contenu de ta variable in. Tu vas ensuite faire la même chose pour les autres variables et ensuite tu peux exécuter ton code pour vérifier le résultat dans la console. Et c'est bien le résultat attendu, les 4 messages ainsi que les valeurs des différentes variables apparaissent bien dans ta console. Passons maintenant aux types décimaux. Pour stocker un nombre à virgule, 2 types sont disponibles, le type float et le type double. Tu vas commencer par créer une variable de type float que tu vas appeler fl et tu vas lui assigner la valeur 2,5. D'ajouter la lettre f à la fin du nombre, sinon Java considère le nombre comme un double. Tu vas utiliser le float pour des nombres décimaux avec une précision limitée, c'est-à-dire environ 6 à 7 chiffres significatifs. Ensuite, tu vas créer une variable de type double que tu vas appeler db et tu vas lui assigner la valeur 2,5. Cette fois-ci, contrairement au float, tu n'as pas besoin d'ajouter de lettres à la fin du nombre. Pour Java, les nombres décimaux sont considérés comme des doubles par défaut. Tu l'as bien compris, pour stocker des nombres décimaux, tu vas utiliser en règle générale un double. Tu utiliseras un float pour des cas vraiment particuliers afin d'optimiser la mémoire et la performance. Mais puisque tu
tu débutes en langage Java, retiens uniquement qu'en règle générale, si tu veux stocker un nombre décimal, tu vas utiliser un double. Ensuite, on va utiliser ces variables afin de les afficher dans la console en utilisant la méthode println. On va ajouter un petit message entre guillemets double, par exemple valeur de fl, et utiliser l'opérateur de concaténation afin de lier la chaîne de caractères avec le contenu de la variable. Tu vas maintenant exécuter ton code pour vérifier le résultat dans la console et c'est bien le résultat attendu. Tu as tes deux chaînes de caractères avec la valeur de tes deux variables fl et db. Dernier type, le caractère et les chaînes de caractères. Pour stocker un caractère, tu vas utiliser le type char et pour stocker une chaîne de caractères, tu vas utiliser le type string. Commence par créer une variable de type char que tu vas appeler caractère et tu vas lui assigner le caractère, c'est entre guillemets simple. Ensuite, tu vas créer une variable de type string que tu vas appeler chaîne et tu vas lui assigner la chaîne de caractères Java. Cette fois-ci, entre guillemets double. Comme pour les exemples précédents, on va ensuite afficher les valeurs de nos variables dans notre console. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println et en paramètre de ta méthode, tu vas ajouter un message entre guillemets double, la valeur de caractère de points et utiliser l'opérateur de concaténation plus pour lier ta chaîne de caractères avec la valeur de ta variable. Tu peux noter que tant que ta variable n'a pas été utilisée dans ton code, elle reste grise et dès qu'elle est utilisée, elle devient blanche. Tu peux ensuite exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Les deux chaînes de caractères ainsi que les valeurs de tes deux variables apparaissent bien dans ta console. Le niveau d'accès détermine quelle partie du code est autorisée à lire ou modifier une variable. En Java, il existe 4 mots-clés qui permettent de contrôler ce niveau d'accès. On les utilise lors de la déclaration d'une variable devant le type. En revanche, il est interdit de les utiliser dans une fonction. Le premier mot-clé est private. Il désigne un élément qui est accessible uniquement à l'intérieur de la classe dans laquelle il est déclaré. Cet élément ne pourra être manipulé qu'à l'aide des méthodes spécifiques de cette classe. Deuxième mot-clé, le mot-clé protected. Dans ce cas, la variable pourra être utilisée dans la classe où elle est définie, dans les sous-classes et dans les classes appartenant au même package. Troisièmement, le mot-clé public. Il désigne un élément accessible partout et sans restriction. L'exemple le plus connu est la méthode main qui doit obligatoirement être déclarée public. Le dernier mot-clé, c'est le mot-clé static. On l'utilise en association avec l'un des mots-clés précédents. Il permet de transformer une variable d'instance en variable de classe. Si ces notions ne sont pas encore très claires, ce n'est pas grave. On reviendra dessus plus en détail dans la partie orientée objet. Retourne dans IntelliJDA et dans ta classe Tuto Java 2026, tu vas déclarer plusieurs variables avec des niveaux d'accès différents. Première variable, une variable privée qui sera accessible uniquement dans cette classe. À noter qu'elles sont déclarées à l'intérieur de la classe, mais pas à l'intérieur de la méthode main. C'est une variable de type integer que tu vas appeler nombre. Ensuite, tu vas déclarer une variable protected qui sera accessible dans la classe, dans les sous-classes et dans les classes du même package. Pour cela, tu vas utiliser le mot-clé protected. C'est une variable de type float et tu vas la nommer taux. Troisièmement, une variable publique qui sera accessible partout. Tu dois donc utiliser le mot-clé public. C'est une variable de type double que tu vas appeler niveau. Et pour terminer, une variable de classe, c'est-à-dire qu'elle appartient à la classe et non à une instance. Pour faire simple, une classe, ça va être un modèle et une instance, ça va être une copie de ce modèle. Tu vas donc utiliser le mot-clé statique pour déclarer cette variable de type string, c'est-à-dire une chaîne de caractères, nommée transformation. Ne t'inquiète pas, il est normal que ces notions te semblent abstraites au début, mais tu vas voir, au fur et à mesure du tutoriel, tu vas comprendre dans la pratique leur signification et ce sera encore plus vrai dans la partie orientée objet. Les conversions de type permettent de transformer une variable d'un type vers un autre type. Une conversion peut se faire vers un type supérieur ou vers un type inférieur. Dans le cas d'une conversion vers un type inférieur, il peut y avoir une perte d'information. Il faut donc indiquer explicitement la conversion dans le code en préfixant l'élément à convertir par le type que l'on souhaite obtenir. Les fonctions permettant de convertir une valeur vers une chaîne de caractères sont accessibles via la classe string. Par exemple, la méthode valueOf permet de convertir une valeur d'un type de base en chaîne de caractères. La conversion depuis une chaîne de caractères est également possible. Il arrive souvent qu'une valeur numérique soit disponible sous forme de texte, par exemple une saisie utilisateur ou la lecture d'un fichier. Pour pouvoir manipuler cette valeur dans l'application, il faut la convertir en type numérique. Pour cela, on utilise les méthodes parse de la classe integer. Ces méthodes prennent une chaîne de caractères en paramètres et permettent d'obtenir la conversion dans le type souhaité. Nous reviendrons plus tard sur ces notions. Pour l'instant, retiens simplement qu'il est possible de transformer une variable d'un type vers un autre type.
Commençons par la conversion d'un nombre décimal vers un nombre entier. Tu vas commencer par déclarer une variable de type double que tu vas appeler distance. Ensuite, tu vas déclarer une variable de type integer que tu vas appeler conversion. Ensuite, tu vas affecter une valeur à la variable distance. Par exemple, 2435,89. Ensuite, tu vas convertir la variable de type double en une variable de type integer. Attention, les chiffres après la virgule seront supprimés. Pour cela, tu vas utiliser ce qu'on appelle cast en langage Java. Tu vas affecter à la variable conversion, qui est de type integer, le cast, c'est-à-dire la conversion de ta variable distance, qui est à l'origine une variable de type double, en integer. Dernière étape, l'affichage du résultat dans ta console. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println et afficher deux messages. Un message contenant la valeur de la distance avant conversion et un autre contenant la valeur de la distance après conversion. Tu peux ensuite exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. On a bien les deux messages, le premier contenant la valeur de la distance avant conversion et le deuxième contenant la valeur de la distance après conversion. Dans ce deuxième exemple, tu vas convertir une variable de type integer en chaîne de caractères. Première étape, déclarer ta variable de type integer. Cette variable, tu vas l'appeler valeur et tu vas lui assigner la valeur 10. Ensuite, tu vas convertir cet entier vers une chaîne de caractères. Tu vas donc créer une variable de type string que tu vas appeler conversion et tu vas assigner à cette variable conversion la conversion de ta variable valeur en chaîne de caractères. Pour cela, tu vas utiliser la méthode valueOf de la classe string et cette méthode prend en paramètre un nombre entier. Ce nombre entier, dans notre cas, c'est ta variable valeur. Dernière étape, afficher le résultat dans ta console. Tu peux par exemple afficher la valeur initiale de la variable valeur et la valeur convertie. Pour cela, tu vas utiliser l'opérateur de concaténation plus pour concaténer la première chaîne de caractères avec ta variable valeur et la deuxième chaîne de caractères avec ta variable conversion. Tu peux ensuite exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tu as bien tes deux messages qui apparaissent dans ta console. Le premier contenant ta valeur initiale 10 mais qui est un entier et ta deuxième valeur, cette fois-ci la valeur convertie, 10 toujours mais cette fois-ci de type chaîne de caractères. Dernier exemple de conversion de type, cette fois-ci on va passer d'une chaîne de caractères vers un nombre entier. Première étape, déclarer une variable de type chaîne de caractères que tu vas appeler nombre texte. Tu vas lui assigner la chaîne de caractères 25. Tu notes bien que la chaîne de caractères est placée entre guillemets double. Deuxième étape, tu vas convertir ta chaîne de caractères en entier. Tu vas stocker cette conversion dans une variable de type integer que tu vas appeler nombre conv. Et pour convertir ta chaîne de caractères en entier, tu vas utiliser la méthode parseInt qui est disponible dans la classe integer et cette méthode prend en paramètre une chaîne de caractères. Dans notre cas, on va utiliser la variable nombre texte. Dernière étape, l'affichage du résultat dans la console. Comme pour les exemples précédents, tu vas d'abord afficher la valeur initiale de ta variable et ensuite la valeur convertie. Tu peux ensuite exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tu as bien les deux messages avec dans le premier la valeur initiale de type chaîne de caractères et la valeur convertie qui est de type integer. Dans une application, il arrive souvent que certaines valeurs ne changent jamais pendant l'exécution du programme, par exemple pour des valeurs numériques ou des chaînes de caractères. Dans ce cas, il est recommandé de définir ces valeurs sous forme de constante. Pour définir une constante en Java, on utilise le mot-clé final. Il sera placé devant la déclaration de la variable. Une constante doit obligatoirement être utilisée au moment de sa déclaration. C'est le seul moment où on peut lui affecter une valeur. Prenons par exemple le calcul du prix TTC. Dans ce cas, la constante, c'est le taux de TVA. Tu vas donc déclarer la constante en utilisant le mot-clé final. Cette constante est de type double et tu vas l'appeler taux TVA. Tu vas ensuite lui assigner la valeur 1,196, c'est-à-dire un taux de TVA à 19,6. Deuxièmement, tu vas déclarer ton prix hors taxe. Pour cela, tu vas déclarer une variable de type integer que tu vas appeler prix hors taxe et tu vas lui assigner la valeur 10. Étape suivante, le stockage du prix TTC. Pour cela, tu as besoin d'une variable de type double que tu vas appeler prix TTC. Passons ensuite au calcul du prix TTC. Tu vas donc utiliser ta variable prix TTC pour stocker le calcul du prix TTC. C'est donc le prix hors taxe multiplié par le taux de TVA. Dernière étape, l'affichage du résultat dans la console. Tu vas utiliser ta méthode println pour afficher deux messages. Un message contenant le prix hors taxe et un autre contenant le prix TTC. Par exemple,
tu peux écrire le prior tax et concaténer le message avec ta variable prior tax. Tu peux ensuite faire exactement la même chose pour le prix TTC. Tu peux maintenant exécuter ton code pour vérifier le résultat dans la console. Et c'est bien le résultat attendu. Tu as bien tes deux messages, le premier contenant ton prior tax et le deuxième contenant ton prix TTC. Les tableaux vont te permettre de faire référence à un ensemble de variables de même type avec un seul nom en utilisant un index pour les différencier. Le premier élément d'un tableau a toujours pour index 0. L'index, c'est sa position dans le tableau. Le nombre de cases d'un tableau est défini au moment de sa création. Le plus grand index d'un tableau est donc égal au nombre de cases moins 1. Après sa création, les caractéristiques d'un tableau ne peuvent pas être modifiées. Par exemple, tu ne peux pas changer le nombre de cases ni le type des éléments stockés. La manipulation d'un tableau se fait en 3 étapes. Premièrement, tu vas déclarer une variable tableau. Ensuite, tu vas créer le tableau, c'est-à-dire allouer de la mémoire. Et enfin, tu vas stocker puis manipuler les éléments du tableau. La déclaration se fait comme une variable classique, sauf qu'on ajoute des crochets. Pour une meilleure lisibilité, il est préférable d'associer les crochets au type de données. Après la déclaration, il faut créer le tableau avec l'opérateur new. C'est à ce moment-là qu'on indique sa taille. Dans cet exemple, tu vas créer un tableau de 12 cases numéroté de 0 à 11. Première étape, la déclaration du tableau d'entier. Tu vas commencer par taper le type, c'est-à-dire integer, suivi des deux crochets ouvrant et fermant qui symbolisent le tableau, suivi du nom du tableau, par exemple chiffre à faire, et tu vas terminer ton instruction par un point virgule. Deuxième étape, la création du tableau avec 12 cases. Pour cela, tu vas affecter à la variable chiffre à faire que tu viens de déclarer le nouveau tableau pouvant contenir 12 éléments. Tu vas donc taper après l'opérateur d'affectation égale, le mot-clé new, puis le type des éléments qui seront stockés dans le tableau. Dans notre exemple, ce sera des integers et le nombre d'éléments dans ton tableau, c'est-à-dire 12. Étape suivante, l'affectation de valeurs dans les différentes cases de ton tableau. À l'index 0 de ton tableau de chiffre d'affaires, tu vas affecter la valeur 1234. À l'index 1, tu vas affecter la valeur 1500. Tu vas ensuite affecter d'autres entiers aux index suivants de ton tableau. Attention, ton dernier élément est à l'index 11, c'est-à-dire 12 moins 1. Ton tableau ne pourra pas contenir plus d'éléments. Et ensuite, tu peux passer à la dernière étape, c'est-à-dire l'affichage de quelques cases du tableau ou bien de toutes les cases de ton tableau. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println et démarrer par un message, comme par exemple case 0, et concaténer ce message avec l'élément de ton tableau qui sera à l'index 0. Tu peux ensuite faire la même chose pour les autres cases de ton tableau. Et une fois terminé, tu peux exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console. Et c'est bien le résultat attendu. Tu as tes 12 messages avec les 12 valeurs qui s'affichent dans ta console. Il existe aussi une autre solution qui va te permettre de déclarer, créer et initialiser le tableau en une seule fois. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de préciser la taille. Elle est déduite automatiquement à partir du nombre de valeurs placées entre accolades. Pour l'affichage d'un élément du tableau, c'est la même chose que pour l'exemple précédent. Tu vas utiliser la méthode println et en paramètre de la méthode, tu vas ajouter un message, par exemple case suivi de l'élément que tu veux afficher, puis l'identifiant du tableau avec l'index de l'élément que tu souhaites afficher. Tu peux ensuite exécuter ton code et c'est bien le résultat attendu. Tu as bien le message case 0 suivi de l'élément à l'index 0, c'est-à-dire 1234. Les tableaux à plusieurs dimensions sont en fait des tableaux contenant d'autres tableaux. La syntaxe est proche de celle d'un tableau classique, sauf qu'on ajoute autant de paires de crochets que de dimensions souhaitées. La création se fait également de la même manière, mais il faut préciser la taille de chaque dimension. Dans notre exemple, on crée un tableau d'entier à 2 dimensions. Ce tableau contient 3 petits tableaux et chacun de ces petits tableaux contient 2 cases. Pour affecter une valeur, il faut indiquer les 2 index. Par exemple, 0, 0 pour le premier élément du premier tableau. Commence donc par la création de ton tableau à 2 dimensions. Ce tableau aura donc 3 lignes et 3 colonnes. Commence par taper le type de données qui seront stockées dans ton tableau, 2 paires de crochets car ton tableau aura 2 dimensions, l'opérateur d'affectation égale, le mot-clé new afin de créer un nouveau tableau, le type de valeur stocké dans ton nouveau tableau, puis le nombre de tableaux ainsi que le nombre de cases que contiendra chaque tableau.
Étape suivante, l'affectation des valeurs. On va commencer par le premier tableau, c'est-à-dire le tableau à l'index 0, ainsi que la première valeur de ce tableau qui sera donc à l'index 0 également. Tu peux affecter à ce tableau la valeur 231. Toujours dans le premier tableau, c'est-à-dire le tableau à l'index 0, tu vas lui affecter une deuxième valeur, mais cette fois-ci à son index 1. Cette valeur, c'est 450. Tu fais ensuite la même chose pour le tableau à l'index 1 en lui affectant une valeur pour chacune de ces cases, c'est-à-dire une valeur à l'index 0 et une valeur à l'index 1, et même chose pour le tableau à l'index 2. Étape suivante, l'affichage des éléments du tableau. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println et faire correspondre un message correspondant au tableau avec les différentes valeurs qui seront stockées à l'index 0 et à l'index 1. Par exemple, pour le premier tableau, c'est-à-dire le tableau à l'index 0, tu vas écrire un message, tableau avec l'index 0, valeur à l'index 0 est égal, puis tu vas concaténer cette chaîne de caractères avec l'identifiant du tableau correspondant, c'est-à-dire le tableau ayant l'index 0 avec la valeur à l'index 0 de ce tableau. Fais ensuite la même chose pour les autres tableaux et une fois terminé, tu peux exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console. C'est bien le résultat attendu. Tu as donc tes 6 messages qui correspondent à tes 3 tableaux, chacun ayant ces deux valeurs qui s'affichent dans la console. Quand tu travailles avec des tableaux, certaines opérations reviennent souvent. La plupart de ces opérations sont disponibles grâce à la classe Arrays du package java.util. Par exemple, pour obtenir la taille d'un tableau, il suffit d'utiliser la propriété length. Dans le cas d'un tableau multidimensionnel, length donne le nombre d'éléments de la première dimension. Pour rechercher un élément dans un tableau, on peut utiliser la méthode binary search. Cette méthode prend en paramètre le tableau dans lequel faire la recherche et l'élément recherché. Elle retourne l'index de l'élément si elle le trouve ou une valeur négative dans le cas contraire. Attention, pour que binary search fonctionne correctement, le tableau doit être trié au préalable. Première manipulation courante, la recherche d'un élément. La première étape consiste à créer puis initialiser un tableau d'entiers. Ensuite, pour que binary search fonctionne correctement, il faut trier le tableau avec la méthode sort. Enfin, on utilise binary search pour rechercher l'élément 123. Comme le tableau est trié dans l'ordre croissant, 123 doit normalement se retrouver à l'index 0 puisqu'il s'agit du plus petit élément. Il ne reste plus qu'à afficher la position trouvée en utilisant la méthode println. En paramètre de la méthode println, tu vas écrire un message, position de l'élément 123, puis tu vas le concaténer avec ta variable position. Et c'est bien le résultat attendu, tu as bien ton message avec la position de l'élément 123 qui est donc positionné à l'index 0. Deuxième manipulation courante, le tri d'un tableau. C'est la méthode sort qui va te permettre de trier un tableau. Le tri se fait par ordre alphabétique pour les chaînes de caractères et par ordre croissant pour les valeurs numériques. La méthode parallèle sort permet aussi de trier un tableau, mais en exploitant les capacités d'une machine multiprocesseur. Pour afficher facilement un tableau dans la console, on peut utiliser la méthode toString qui retourne une représentation du tableau sous forme de chaîne de caractères. Première étape, tu vas déclarer ton tableau non trié. C'est un tableau d'entiers que tu vas nommer chiffre à faire composé de 5 nombres entiers. Deuxième étape, tu vas utiliser la méthode sort pour trier ton tableau par ordre croissant. La méthode sort se trouve dans la classe Arrays et tu vas mettre en paramètre de ta méthode sort ton tableau chiffre à faire. Dernière étape, afficher le tableau trié dans ta console. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println et en paramètre de ta méthode println, tu vas utiliser la méthode toString sur ton tableau chiffre à faire. Tu peux ensuite exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console. Et c'est bien le résultat attendu. Tu as bien ton tableau trié par ordre croissant, représenté sous forme de chaîne de caractères grâce à la méthode toString. Pour copier un tableau, deux fonctions sont disponibles. La première, c'est copy_of. Cette fonction va te permettre de copier un tableau entier. Deuxième fonction, la fonction copy_of_range qui permet de copier une partie d'un tableau. Dans le premier cas, on copie tout le tableau. Dans le second cas, on copie seulement une plage d'indices. Premier exemple, la copie entière du tableau. Tu vas commencer par initialiser un tableau. C'est un tableau d'entiers que tu vas appeler chiffre à faire. Tu vas également affecter à ce tableau 6 entiers. Étape suivante, la copie complète de ton tableau initial.
Tu vas donc créer un autre tableau que tu vas appeler copie chiffre affaires. C'est également un tableau d'entier. Et pour affecter à ce tableau copie chiffre affaires la copie du tableau initial, tu vas utiliser la méthode copy of. Et en paramètre de cette méthode, tu vas d'abord ajouter le tableau initial suivi de la longueur du tableau. Et dans notre cas, on va prendre la longueur de ton tableau initial en utilisant la méthode length. Dernière étape, l'affichage de la copie complète de ton tableau dans ta console. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println et en paramètre de cette méthode println, tu vas utiliser la méthode toString pour obtenir ton tableau copie chiffre affaires sous forme de chaîne de caractères. Il ne te reste plus qu'à exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tu obtiens la copie de ton tableau initial, c'est-à-dire le tableau copie chiffre affaires sous forme de chaîne de caractères. Admettons maintenant que tu souhaites copier uniquement une partie du tableau. Dans cet exemple, tu vas récupérer trois premières valeurs de ton tableau, c'est-à-dire les éléments de l'index 0 à l'index 3 exclus. On va supposer que c'est le chiffre d'affaires du premier trimestre. Pour stocker ces trois chiffres d'affaires, tu vas créer un nouveau tableau que tu vas appeler premier trimestre et pour lui affecter la copie des trois premières valeurs, tu vas utiliser la méthode copy of range. Cette méthode prend en paramètre le tableau initial suivi de la partie spécifique à copier. Dans notre exemple, on souhaite obtenir les valeurs de l'index 0 à l'index 3 exclus. Et ensuite, dans la dernière étape, tu vas afficher la copie partielle de ton tableau. Tu vas utiliser pour cela la méthode println. Tu peux écrire un message, par exemple copie partielle du tableau. Et ensuite, tu vas utiliser la méthode toString pour obtenir la copie partielle du tableau initial, c'est-à-dire le tableau premier trimestre, sous forme de chaîne de caractères. Tu peux ensuite exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console. Et c'est bien le résultat attendu. Tu as ton message, copie partielle du tableau, suivi de ton tableau premier trimestre, c'est-à-dire la copie partielle de ton tableau initial, sous forme de chaîne de caractères. On a vu ensemble que pour affecter une valeur à une chaîne de caractères, il faut l'écrire entre guillemets double. Et si tu veux que le caractère guillemets fasse partie lui-même de la chaîne de caractères, il faut utiliser une séquence d'échappement. Dans cet exemple, par exemple, tu vas afficher le mot Java entre guillemets. Tu vas commencer par déclarer une chaîne de caractères qui va contenir des guillemets. Pour cela, tu vas ajouter une barre oblique ou un backslash juste avant les guillemets que tu souhaites faire apparaître dans ta chaîne de caractères. Dans mon exemple, je vais écrire je code en langage et je veux Java entre guillemets. Tu vas donc placer la première barre oblique devant la première guillemet de Java et devant la dernière guillemet de Java. Ensuite, tu peux passer à l'affichage de ta chaîne de caractères dans ta console. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println et en paramètre de ta méthode println, tu vas utiliser l'identifiant de ta variable chaîne et ensuite, tu peux exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console. Et c'est bien le résultat attendu, ta chaîne de caractères apparaît et à l'intérieur de cette chaîne de caractères, tu as le mot Java entre guillemets. Pour extraire un caractère particulier situé à une position précise dans une chaîne, on utilise la méthode char@. Comme pour les tableaux, le premier caractère a pour index 0. Dans cet exemple, tu vas afficher le troisième caractère de la chaîne. Première étape, déclarer ta chaîne de caractères. C'est donc une variable de type string que tu vas appeler ma chaîne et tu vas lui affecter la chaîne de caractères j'apprends le langage Java. Étape suivante, l'affichage du troisième caractère. Attention, l'index 2 correspond au troisième caractère. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println. Tu vas écrire un message à afficher dans ta console. Par exemple, le troisième caractère de la chaîne est et tu vas utiliser l'opérateur de concaténation plus pour coller ton message avec le caractère situé à la troisième position en utilisant la méthode char@. Cette méthode prend en paramètre l'index du caractère à extraire. Dans notre cas, c'est l'index 2. Tu peux ensuite exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console. Et c'est bien le résultat attendu. Tu as ton message, le troisième caractère de la chaîne est, ainsi que le caractère extrait à l'index 2. Pour connaître la longueur d'une chaîne, on utilise la méthode length. Cette méthode retourne le nombre de caractères contenus dans la chaîne. Reprenons la chaîne de caractères j'apprends le langage Java et tu vas utiliser la méthode length pour obtenir la longueur de cette chaîne de caractères. Tu vas utiliser la méthode println pour afficher la longueur de la chaîne dans ta console. En paramètre de la méthode println, tu vas écrire un message, par exemple la variable ma chaîne contient et tu vas concaténer cette chaîne de caractères avec la longueur de ta chaîne
chaîne de caractères ma chaîne en utilisant la méthode length et tu vas terminer ton message avec caractère. Tu peux ensuite exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tu obtiens un message contenant la longueur de ta chaîne de caractères ma chaîne. La méthode substring permet d'extraire une partie d'une chaîne. Elle prend en paramètre une position de départ et une position de fin. La chaîne obtenue commence au caractère de départ et se termine juste avant la position de fin. Dans cet exemple, tu vas extraire la partie d'une chaîne de caractères qui va commencer à l'index 2 et qui va s'arrêter avant l'index 9. Première étape, la déclaration de la chaîne. Tu vas reprendre ta chaîne de caractères j'apprends le langage Java. Deuxième étape, l'extraction d'une partie de la chaîne. Cette fois-ci, tu vas créer une variable de type chaîne de caractères que tu vas appeler partie et tu vas lui affecter l'extraction d'une partie de la chaîne. Pour cela, tu vas utiliser la méthode substring et en paramètre de la méthode substring, tu vas entrer la première position, c'est-à-dire la position de départ, l'index 2 et la position de fin, l'index 9. Étape suivante, l'affichage du résultat dans ta console. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println et en paramètre de ta méthode println, tu vas écrire un message, par exemple, ceci est une partie de la chaîne et tu vas concaténer ce message avec ta variable partie qui contient l'extraction d'une partie de la chaîne ma chaîne. Tu peux ensuite exécuter ton code pour vérifier le message dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tu obtiens ton message, ceci est une partie de la chaîne avec le contenu de ta variable partie, c'est-à-dire l'extraction d'une partie de la chaîne ma chaîne, de l'index 2 à l'index 9 et le résultat c'est apprend. La méthode equals permet de comparer deux chaînes. Elle retourne true si les deux chaînes sont identiques, false dans le cas contraire. Cette comparaison tient compte des majuscules et des minuscules. La méthode equals ignore case fait la même chose, mais sans tenir compte de cette différence. Dans cet exemple, tu vas comparer deux chaînes à l'aide de la structure conditionnelle if. Tu as déjà ta première chaîne affectée à ta variable ma chaîne, j'apprends le langage Java. Tu vas donc créer une deuxième variable de type chaîne de caractères que tu vas appeler ma chaîne 2 et tu vas lui affecter la chaîne de caractères et ce n'est pas compliqué. Étape suivante, test de comparaison. Pour cela, tu vas utiliser la structure conditionnelle if else. Première condition à vérifier, est-ce que la variable ma chaîne et la variable ma chaîne 2 sont égales? Pour cela, tu vas utiliser la méthode equals afin de comparer les deux chaînes et en paramètre de ta méthode equals, tu vas mettre ma chaîne 2. Si cette condition est vraie, c'est-à-dire qu'elle retourne true, alors Java va exécuter l'instruction après la première accolade, c'est-à-dire afficher le message dans ta console, les deux chaînes sont identiques. Sinon, c'est-à-dire que la condition retourne false, dans ce cas-là, on va afficher le message, les deux chaînes sont différentes dans ta console. Tu peux ensuite exécuter ton code pour afficher le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. La condition retourne false car les deux chaînes sont différentes, donc c'est le message, les deux chaînes sont différentes qui apparaît dans ta console. La méthode trim permet de supprimer les espaces placés avant le premier caractère significatif et après le dernier caractère significatif. Dans cet exemple, on va afficher d'abord la longueur de la chaîne avec les espaces, puis la longueur de la chaîne après suppression des espaces inutiles. Première étape, tu vas créer une variable de type chaîne de caractères que tu vas appeler ma chaîne et tu vas lui affecter la chaîne de caractères j'apprends le langage Java avec deux espaces au début et deux espaces à la fin. Étape suivante, tu vas afficher la longueur de ta chaîne de caractères avant d'utiliser la méthode trim. C'est-à-dire que Java va comptabiliser les deux espaces avant ta chaîne et les deux espaces après ta chaîne dans le calcul de la longueur de ta chaîne. Pour cela, tu vas utiliser la méthode length que tu vas appliquer à ta variable ma chaîne. Troisième étape, tu vas afficher la longueur de ta chaîne de caractères ma chaîne après l'utilisation de la méthode trim. Tu peux écrire un message, par exemple longueur sans espace, que tu vas concaténer avec la longueur de ta variable ma chaîne après l'utilisation de la fonction trim. Tu vas donc utiliser la fonction trim ainsi que la fonction length sur ta chaîne de caractères. Il ne te reste plus qu'à exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tu as tes deux messages, l'un contenant la longueur de ta chaîne de caractères ma chaîne avant l'utilisation de la méthode trim. La chaîne avait une longueur de 30 et un autre message avec la longueur de ta chaîne de caractères ma chaîne après l'utilisation de la méthode trim et cette fois-ci la longueur de ta chaîne est 26.
La méthode toUpperCase convertit tous les caractères d'une chaîne en majuscules. La méthode toLowerCase les convertit en minuscules. Ces deux méthodes te permettent donc de changer la casse d'une chaîne de caractères. Dans cet exemple, tu vas afficher la même chaîne de caractères dans les deux formats. Premièrement, tu vas créer une variable de type chaîne de caractères que tu vas appeler ma chaîne et tu vas lui affecter la chaîne de caractères j'apprends le langage Java avec un mélange de majuscules et de minuscules. Étape suivante, tu vas afficher cette chaîne de caractères uniquement avec des majuscules. Tu vas donc utiliser ta méthode println et en paramètre de ta méthode println, tu vas écrire un message par exemple en majuscules et tu vas le concaténer avec ta variable ma chaîne uniquement en majuscules. Pour cela, tu vas utiliser la méthode toUpperCase. Étape suivante, l'affichage de ta chaîne de caractères uniquement en minuscules. Même chose, tu vas utiliser la méthode println et en paramètre de ta méthode, tu vas écrire un message par exemple en minuscules et tu vas le concaténer avec ta variable ma chaîne totalement en minuscules. Et pour cela, tu vas utiliser la méthode toLowerCase sur ta variable ma chaîne. Tu peux ensuite exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tu obtiens bien les deux messages, l'un avec ta variable ma chaîne uniquement en majuscules et l'autre avec ta variable ma chaîne uniquement en minuscules. La méthode indexOf permet de rechercher une chaîne ou un caractère à l'intérieur d'une autre chaîne. Elle retourne la position à laquelle l'élément a été trouvé ou -1 si l'élément n'a pas été trouvé. Par défaut, la recherche commence au début de la chaîne. Dans notre exemple, on recherche le caractère S, puis on utilise la boucle while pour parcourir la chaîne. Première étape, tu vas créer une variable de type chaîne de caractères que tu vas appeler ma chaîne et tu vas lui assigner la chaîne de caractères j'apprends le langage Java. C'est dans cette chaîne que tu vas effectuer la recherche. Deuxièmement, tu vas créer une variable de type chaîne de caractères que tu vas appeler recherche et tu vas lui affecter le caractère recherché. Ce caractère, c'est le S. Troisième étape, la position du caractère recherché. Pour cela, tu vas créer une variable de type integer que tu vas appeler position et tu vas lui affecter la position du caractère recherché en appliquant sur ta variable ma chaîne la méthode indexOf. Cette méthode indexOf prend en paramètre la chaîne de caractères à rechercher. Dans notre cas, on va utiliser notre variable recherche. Étape suivante, l'utilisation de la boucle while. La boucle while, c'est une structure conditionnelle qui va te permettre de parcourir ta chaîne de caractères. Tant que la position est supérieure ou égale à 0, on affiche le message le caractère recherché est à la position et donc on affiche la position. La ligne suivante sert à continuer la recherche dans la chaîne après avoir déjà trouvé une première occurrence. La méthode indexOf va permettre de chercher un texte dans la chaîne de caractères, c'est-à-dire le caractère S. Le deuxième paramètre, position plus 1, indique qu'il faut recommencer la recherche juste après la position actuelle. Dernière étape, on affiche le message la recherche est terminée lorsque le parcours de la chaîne est terminé. Il ne te reste plus qu'à exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tu obtiens deux messages, le premier contenant la position du caractère S, c'est-à-dire à la position 9 et le message qui indique que la recherche est terminée. Il est parfois utile de rechercher une portion de chaîne, mais aussi de la remplacer. La méthode replace permet de remplacer une chaîne par une autre. Elle prend deux paramètres, la chaîne recherchée et la chaîne de remplacement. Dans cet exemple, tu vas écrire un code afin de remplacer Java par HTML. Pour cela, tu vas déclarer une chaîne de caractères que tu vas appeler chaîne et tu vas lui affecter la chaîne de caractères j'apprends le langage Java. Cette chaîne de caractères sera ta chaîne de départ. Deuxième étape, le remplacement de Java par HTML. Pour cela, tu vas déclarer une deuxième chaîne de caractères que tu vas appeler chaîne 2 et tu vas lui affecter le remplacement de Java par HTML en utilisant la méthode replace sur ta chaîne de caractères de départ, c'est-à-dire ta variable chaîne. Cette méthode replace prend en paramètre ta chaîne recherchée, Java, entre guillemets double, et la chaîne de remplacement, HTML, entre guillemets double. Dernière étape, l'affichage du résultat dans ta console. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println et en paramètre de ta fonction println, tu vas mettre ta variable chaîne 2. Tu peux ensuite exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tu obtiens le message j'apprends le langage HTML, ce qui signifie que ta méthode replace a bien remplacé Java par HTML. Dans la prochaine partie, on va aborder ensemble les dates et les heures. Si tu apprécies ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter pour l'algorithme de YouTube. Ça permet de donner de la force à la chaîne et à recommander ce type de contenu avec d'autres personnes qui souhaitent apprendre à coder en langage Java.
Travailler avec les dates et les heures n'est pas toujours simple. Les secondes et les minutes fonctionnent en base 60, les heures en base 24. Et les mois n'ont pas tous le même nombre de jours selon l'année. Les ordinateurs utilisent donc une autre approche. Ils ne manipulent pas directement les dates comme nous, mais plutôt un nombre de secondes ou de millisecondes écoulées depuis une date de référence, généralement le 1er janvier 1970 à minuit. Ce format est pratique pour une machine, mais beaucoup moins pour un humain. Par exemple, une valeur numérique très grande est difficile à lire, alors qu'une date comme 25/12/2024 est beaucoup plus parlante. C'est pour cela qu'il existe plusieurs classes spécialisées pour manipuler les dates et les heures. Parmi elles, on retrouve Local Date, qui représente une date sans heure, Local Date Time, qui représente une date avec une heure, Local Time, qui représente une heure, mais aussi d'autres classes spécialisées. Ces classes proposent plusieurs méthodes utiles. La méthode Off, qui permet de créer une date ou une heure à partir d'une valeur précise, la méthode From, qui permet de convertir un type de date vers un autre, et la méthode Parse, qui permet de transformer une chaîne de caractères en date ou en heure. Commençons par la méthode off avec la classe localDate. Dans cet exemple, on crée une date appelée été. Tu vas commencer par créer une date représentant le début de l'été. Pour cela, tu vas initialiser une variable de type localDate que tu vas appeler été. Attention, si tu souhaites utiliser les méthodes de la classe localDate, tu vas devoir l'importer au préalable. Ton IDE te permet de le faire automatiquement. Tu vas donc ensuite assigner à cette variable été la date du début de l'été, c'est-à-dire le 21 juin 2023. Pour cela, tu vas utiliser la méthode off. Cette méthode prend trois paramètres. Le premier, c'est l'année. Le deuxième, le mois. Et le dernier, c'est le jour. Étape suivante, l'affichage du résultat dans ta console. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println. Et en paramètre de ta méthode println, tu vas écrire un message, par exemple la date du début de l'été et concaténer le message avec ta variable été. Tu peux ensuite exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console. Et c'est bien le message attendu. Tu as le message la date du début de l'été et avec la date au format année, mois, jour, c'est-à-dire 2023 06 21. Passons maintenant à l'utilisation de la méthode form. Première étape, la création d'une date et d'une heure correspondant au moment actuel. Tu vas donc créer une variable de type localDateTime que tu vas appeler maintenant et tu vas lui affecter la date et l'heure actuelle en utilisant la méthode now. Étape suivante, l'affichage de cette valeur dans la console. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println. Tu peux écrire un message, par exemple la date et l'heure actuelles sont et concaténer ce message avec ta variable maintenant. Étape suivante, la conversion de localDateTime en localDate. Ici, tu vas perdre l'information sur l'heure. Tu vas donc créer une variable de type localDate que tu vas appeler aujourd'hui. Tu vas lui assigner la conversion de ta variable maintenant qui est du type localDateTime en localDate en utilisant la méthode from. Cette méthode prend en paramètre une variable de type localDateTime. Dans notre cas, on va utiliser la variable maintenant. Dernière étape, l'affichage du résultat de la conversion. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println. Tu peux ajouter par exemple transformation de localDateTime en localDate et concaténer ce message avec ta variable aujourd'hui. N'oublie pas d'importer la classe localDate et la classe localDateTime pour pouvoir utiliser les méthodes now et from. Tu peux exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tu obtiens tes deux messages, le premier contenant la date et l'heure actuelle avec une précision à la milliseconde, ainsi qu'un deuxième message, transformation de localDateTime en localDate, avec cette fois-ci uniquement la date actuelle avec une perte d'information sur l'heure. Dernière méthode, la méthode parse, que l'on va utiliser avec la classe localTime. Pour rappel, cette méthode va te permettre de transformer une chaîne de caractères en date ou en heure. Première étape, la conversion d'une chaîne de caractères en heure. Pour cela, tu vas créer une variable de type localTime et tu vas lui assigner une chaîne de caractères qui représente une heure. Pour cela, tu vas utiliser la méthode parse et en paramètre de cette méthode, entre guillemets double, tu vas écrire une heure. Par exemple, 14 h 30 minutes 00 secondes. Étape suivante, afficher ce résultat dans la console en utilisant la méthode println. Tu peux écrire un message, par exemple la variable temps contient, et concaténer ce message avec ta variable temps. N'oublie pas d'importer la classe localTime pour pouvoir utiliser la méthode parse. Tu peux ensuite exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tu obtiens le message, la variable temps contient 14:30, ce qui veut dire que ta méthode parse a bien transformé la chaîne de caractères initiale en heure. Dans la prochaine partie, on va aborder
aborder ensemble les opérateurs, qui sont des symboles du langage Java qui vont te permettre d'effectuer des opérations sur certaines valeurs. Si tu aimes ce genre de contenu, abonne-toi, like, commente, partage, afin d'envoyer un signal clair à l'algorithme. Ça permet de proposer ce contenu à d'autres personnes intéressées par le développement Java et ça permet également de donner beaucoup de force à la chaîne. À bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prends soin de toi. Les opérateurs sont des symboles du langage qui permettent d'effectuer des opérations sur certaines valeurs. En général, ces opérations s'appliquent sur des variables, des constantes, des valeurs littérales ou des retours de fonctions. La combinaison d'un ou plusieurs opérateurs avec les éléments sur lesquels ils s'appliquent s'appelle une expression. Parmi les opérateurs unaires, on trouve le symbole moins pour indiquer une valeur négative, le symbole tilde pour le complément à 1, plus pour l'incrémentation, moins pour la décrémentation et le point d'exclamation pour la négation logique. Attention, l'opérateur point d'exclamation ne s'utilise que sur des expressions booléennes, c'est-à-dire des expressions qui valent true ou false. Dans cet exemple, tu vas utiliser les opérateurs unaires. Commence par déclarer une variable de type integer que tu vas appeler nombre. Tu vas lui assigner la valeur 5. Deuxième variable, la variable test qui est de type booléenne et tu vas lui assigner la valeur true. Étape suivante, la déclaration d'une valeur négative. C'est une variable de type integer que tu vas appeler négatif et tu vas lui assigner ta valeur nombre avec l'opérateur moins. Cela va donc te permettre de changer le signe de la variable. Étape suivante, la négation logique. Tu vas utiliser l'opérateur point d'exclamation pour inverser la valeur de ta variable test qui a été initialisée à true. Tu vas donc déclarer une variable de type booléenne que tu vas appeler inverse et tu vas lui assigner la négation logique de ta variable test. Étape suivante, utilisation de l'incrémentation. Cela va te permettre d'ajouter 1 à ta variable nombre. Tu vas également afficher le résultat dans ta console en utilisant la méthode println. Tu peux par exemple écrire un message après incrémentation et concaténer ton message avec ta variable nombre. Étape suivante, la décrémentation. Cette fois-ci, on va retirer 1 à ta variable nombre. Même chose, tu peux afficher le résultat dans ta console en utilisant la méthode println. Tu peux écrire un message, par exemple après décrémentation, et le concaténer avec la nouvelle valeur de ta variable nombre. Tu vas également afficher les valeurs de tes variables négatives et inverses. Pour cela, tu vas utiliser comme d'habitude la méthode println et ajouter un message, par exemple valeur négative concaténée avec ta variable négative et le deuxième message, valeur inversée du booléen concaténée avec ta variable inverse. Tu peux ensuite exécuter ton code pour afficher le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tu as 4 messages qui s'affichent dans ta console. Le premier contenant l'incrémentation de ta variable nombre qui est passée de 5 à 6. Ensuite, la décrémentation, ta variable passe de 6 à 5. La valeur négative, ta variable nombre passe de 5 à -5 et l'inverse du booléen, c'est-à-dire l'inverse de ta variable test qui était égale à true, qui devient maintenant false. Dans cette catégorie, on retrouve l'opérateur égal. Il permet d'affecter une valeur à une variable, quel que soit son type. Elle peut être combinée avec d'autres opérateurs. Par exemple, x plus égale 2 est équivalent à x égale x plus 2. Dans cet exemple, on va utiliser l'affectation simple et l'affectation avec addition. Premièrement, tu vas déclarer une variable de type integer que tu vas appeler x et tu vas lui affecter la valeur 5. Deuxième étape, l'affectation avec addition. Tu vas reprendre ta variable x et tu vas lui ajouter 2. À noter que x plus égale 2 est équivalent à x égale x plus 2. Dernière étape, afficher le résultat dans ta console. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println et tu peux écrire un message, par exemple valeur de x et concaténer ce message avec ta variable x. Tu peux ensuite exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tu as le message valeur de x 7, c'est-à-dire le résultat de 5 plus 2. Les opérateurs arithmétiques servent à effectuer des calculs. On retrouve plus pour l'addition, moins pour soustraction, étoile pour la multiplication, slash pour la division et le signe pourcentage pour le modulo, c'est-à-dire le reste de la division entière. L'opérateur plus peut être aussi utilisé pour concaténer des chaînes de caractères comme on l'a vu déjà à plusieurs reprises. Passons maintenant à l'utilisation des opérateurs arithmétiques dans le code. Commence par déclarer deux variables de type integer. La première s'appelle a et tu vas lui assigner la valeur 10. Et la deuxième, toujours de type integer, tu vas l'appeler b et tu vas lui assigner la valeur 3. Tu vas ensuite afficher dans ta console différents calculs en utilisant les opérateurs arithmétiques. Premièrement, l'addition. Deuxièmement, la soustraction. Troisièmement, la multiplication, la division et le modulo, c'est-à-dire le reste de la division de a par b. Il ne te reste plus qu'à exécuter ton code pour vérifier le résultat dans la console et c'est bien le résultat attendu. Tu obtiens 5 messages avec le résultat des différents calculs. 10 plus 3 égale 13 pour l'addition. 10
10 moins 3 pour la soustraction égale 7. 10 fois 3 égale 30 pour la multiplication. 10 divisé par 3 égale 3, car ici, nous avons des variables de type integer, donc il y a une perte d'informations sur les chiffres après la virgule, et le reste de la division entière de 10 par 3 est égal à 1. Les opérateurs logiques permettent de combiner des expressions dans les structures conditionnelles et les boucles. On retrouve notamment le et logique, le ou exclusif et la négation. Dans une structure conditionnelle comme le if, le résultat dépend de la valeur vraie ou fausse des expressions testées. Passons maintenant à l'utilisation des opérateurs logiques dans le code. Tu vas commencer par déclarer une première variable de type booléen que tu vas appeler test1 et tu vas lui affecter la valeur true, c'est-à-dire vrai. Tu vas ensuite déclarer une deuxième variable également de type booléen que tu vas appeler test2 et tu vas lui affecter la valeur false, c'est-à-dire faux. Passons maintenant au et logique. Dans ce cas, le résultat true si les deux sont true, c'est-à-dire si les deux sont vrais. Ici, test1 est égal à true et test2 est égal à false, donc le résultat sera égal à false. Opérateur logique suivant, le ou logique. Ici, le résultat est true si au moins un des deux est vrai, donc le résultat est true. Opérateur logique suivant, le ou exclusif. Cette fois-ci, le résultat est true seulement si un seul des deux est vrai, pas les deux. Test 1 est égal à true, test 2 est égal à false, l'un des deux est égal à true, donc le résultat est true. Passons maintenant au et logique avec évaluation conditionnelle. Ici, test 1, test 2 doivent être vrais. Et attention, Java n'évalue test 2 que si test 1 est vrai. Tu peux exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console. Le résultat est false car test 1 est déjà false, donc le résultat sera forcément false, peu importe test 2. Java ne vérifie même pas test 2. Dernier opérateur logique, le ou logique avec évaluation conditionnelle. Dans ce cas, test 1 ou test 2 doit être vrai. Java n'évolue test 2 que si test 1 est faux. Tu peux exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Le résultat est true car test 1 est déjà true, donc le résultat sera forcément true. Test 2 sera ignoré par Java. Les opérateurs de comparaison sont utilisés dans les structures de contrôle comme if ou while. Ils renvoient une valeur booléenne, true ou false. On retrouve égal égal pour tester l'égalité, point d'exclamation égal pour tester l'inégalité, inférieur inférieur, supérieur pour supérieur, inférieur égal pour inférieur ou égal, supérieur égal pour supérieur ou égal et instance of pour vérifier le type d'un objet. Dans cet exemple, tu vas comparer 2 avec 5 en utilisant les opérateurs de comparaison. Pour cela, tu vas afficher des messages dans ta console en utilisant la méthode println. Première ligne, tu vas tester si 2 est égal à 5. Deuxième ligne, tu vas tester si 2 est différent de 5. Troisième ligne, tu vas tester 2 est inférieur à 5. Quatrième ligne, tu vas tester si 2 est supérieur à 5. Cinquième ligne, tu vas tester si 2 est inférieur ou égal à 5. Et dans la sixième ligne, tu vas tester si 2 est supérieur à 5. Tu peux ensuite exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tes 6 messages s'affichent avec les 6 tests. Première ligne, test si 2 est égal à 5, le résultat est false. Deuxième ligne, le test si 2 est différent de 5, le résultat est true. Troisième ligne, est-ce que 2 est inférieur à 5, le résultat est bien true. Quatrième ligne, est-ce que 2 est supérieur à 5, le résultat est false. Cinquième ligne, est-ce que 2 est inférieur ou égal à 5, le résultat est true. Et sixième ligne, est-ce que 2 est supérieur ou égal à 5 et le résultat est false. Passons maintenant au test de l'opérateur instance of. Tu vas déclarer une variable de type tableau d'entier que tu vas appeler voiture et tu vas lui assigner un tableau 3 valeurs 1, 2 et 3. Ensuite, tu vas vérifier si ta variable voiture est de type tableau d'entier. Tu vas afficher le résultat dans ta console en utilisant la méthode println et en paramètre de ta méthode println, tu vas écrire voiture, c'est-à-dire ta variable de type tableau d'entier, instance of, int, crochet ouvrant, crochet fermant, ce qui signifie tableau d'entier. Cette instruction va donc vérifier si ta variable voiture est de type tableau d'entier. Tu peux exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tu obtiens true car voiture est bien de type tableau d'entier. L'opérateur plus, déjà utilisé pour l'addition, sert aussi à concaténer des chaînes de caractères. Si l'un des opérandes est de type string, alors l'opérateur plus effectue une concaténation. Dans cet exemple, tu vas utiliser l'opérateur plus pour concaténer une chaîne de caractères avec une variable de type string. Commence d'abord par déclarer une variable de type string que tu vas appeler prénom et tu vas lui affecter un prénom. Tu peux par exemple utiliser ton prénom ou celui de mon exemple, Adam. Ensuite, tu vas déclarer une autre variable, cette fois-ci de type integer, que tu vas appeler âge et tu
tu vas lui affecter la valeur 30. Étape suivante, afficher la concaténation de chaînes de caractères avec une variable de type string et une autre variable de type integer. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println et entre guillemets doubles, tu vas écrire je m'appelle. Tu vas utiliser ensuite l'opérateur de concaténation plus pour concaténer cette première chaîne de caractères avec ta variable de type chaîne de caractères prénom. Puis tu vas utiliser l'opérateur de concaténation plus pour concaténer ta variable prénom avec une autre chaîne de caractères et j'ai entre guillemets double. Puis tu vas utiliser l'opérateur de concaténation pour concaténer cette chaîne de caractères avec ta variable âge. Et enfin, tu vas utiliser l'opérateur de concaténation plus pour concaténer ta variable âge avec la fin du message. Il ne te reste plus qu'à exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tu as bien un message, je m'appelle Adam et j'ai 30 ans qui s'affiche dans ta console. Les opérateurs binaires travaillent sur les entiers uniquement. On retrouve le et pour le et binaire, la barre verticale pour le ou binaire, l'accent circonflexe pour le ou exclusif binaire, deux signes supérieurs à pour le décalage vers la droite et deux signes inférieurs à pour le décalage vers la gauche. Un décalage vers la droite revient à diviser par 2 et un décalage vers la gauche revient à multiplier par 2. Passons maintenant à l'utilisation des opérateurs binaires dans le code. Tu vas commencer par déclarer deux variables de type integer. La première s'appelle a et tu vas lui assigner la valeur 6. La deuxième s'appelle B et tu vas lui affecter la valeur 3. En binaire, 6, 0, 1, 1, 0. 3, c'est 0, 0, 1, 1. Ces opérateurs travaillent directement sur les bits, c'est-à-dire les 0 et les 1 qui composent les nombres en informatique. Il est donc important que tu connaisses au préalable ce tableau de conversion entre nombre décimal et nombre binaire. Passons maintenant à l'affichage des différentes opérations dans ta console. La première opération, c'est le et binaire. Pour afficher le calcul ainsi que le résultat dans ta console, tu vas utiliser la méthode println. Tu peux écrire un message A et B et le concaténer avec le calcul A et B. Exécute ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tu obtiens 2. Lorsqu'il trouve un 1 des deux côtés, le résultat est 1. Sinon, c'est 0. Et donc, ici, le résultat est 2. Passons maintenant au ou binaire. Ici, le résultat est 1 si au moins un des deux bytes vaut 1. Exécute ton code pour vérifier le résultat dans ta console et le résultat est égal à 7, c'est-à-dire 0, 1, 1, 1. Opérateur suivant, le ou exclusif. Ici, le résultat est 1 si les bytes sont différents et 0 s'ils sont identiques. Exécute ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu, 5, c'est-à-dire 0, 1, 0, 1. Opération suivante, le décalage de tous les bytes vers la droite. 0, 1, 1, 0 devient 0, 0, 1, 1. Exécute le code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Le résultat est 3 en valeur décimale, c'est-à-dire 0, 0, 1, 1 en valeur binaire, ce qui revient à diviser par 2. Opération suivante, le décalage à gauche, 0, 1, 1, 0 devient 1, 1, 0, 0. Exécute ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu, tu obtiens 12, c'est-à-dire 1, 1, 0, 0. C'est bien l'équivalent de multiplier par 2. Quand plusieurs opérateurs sont présents dans une même expression, ils sont évalués dans un ordre précis. De façon générale, les incrémentations et les décrémentations préfixées sont évaluées en premier. Ensuite viennent les opérations arithmétiques, ensuite les comparaisons, puis les opérations logiques et enfin les affectations. Les opérateurs arithmétiques ont eux aussi leur propre ordre de priorité. Si tu veux forcer un ordre différent, tu peux utiliser des parenthèses. Passons maintenant à un exemple simple de priorité des opérateurs. Commence par déclarer une variable de type integer que tu vas appeler résultat 1 et tu vas lui affecter le calcul 2, 3 fois 4. Ici, on a une multiplication avant une addition. Ensuite, tu vas déclarer une autre variable de type integer que tu vas appeler résultat 2 et tu vas lui affecter le calcul entre parenthèses 2 plus 3 multiplié par 4. Ici, ce sont les parenthèses qui sont prioritaires. Dernière étape, afficher les différents résultats dans ta console en utilisant la méthode println. Dans ton premier message, tu peux écrire par exemple sans parenthèses et concaténer ce message avec la variable résultat 1. Et dans ton deuxième message, tu peux écrire avec parenthèse et concaténer cette chaîne de caractères avec résultat 2. Tu peux ensuite exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tu as tes deux messages avec les deux résultats. Le premier message, c'est sans parenthèse et le résultat 1 est égal à 14. Le deuxième message, c'est avec parenthèse et le résultat, c'est 20. Dans la prochaine partie de ce tutoriel, on va parler des structures de contrôle. Ce sont des éléments très importants en langage Java, mais également
présent dans la plupart des langages de programmation. Si tu apprécies ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager. Ça permet de montrer à l'algorithme qu'il s'agit d'un contenu intéressant et ça permet également de montrer ce contenu à d'autres personnes qui souhaitent apprendre à coder. À bientôt pour une autre vidéo et d'ici là, prends soin de toi. Les structures de contrôle permettent de modifier l'ordre d'exécution des instructions. On distingue deux grandes catégories, les structures de décision comme if et switch et les structures de boucle comme while, do while et for. Les structures de décision permettent de choisir quel bloc de code exécuter selon une condition. Les boucles permettent de répéter un bloc d'instructions un certain nombre de fois ou tant qu'une condition est vraie. Il existe plusieurs façons d'utiliser if. La forme la plus simple consiste à écrire une condition entre parenthèses puis une instruction. Si la condition est vraie, l'instruction est exécutée. Si tu veux exécuter plusieurs instructions, il faut utiliser des accolades. Tu peux aussi ajouter un bloc else pour exécuter du code quand la condition est fausse. Enfin, tu peux enchaîner plusieurs conditions avec else if. Premier exemple, le if simple. Tu vas commencer par déclarer une variable de type integer que tu vas appeler âge et tu vas lui affecter la valeur 20. Ensuite, tu vas utiliser un if. Entre parenthèses, tu vas écrire la condition si l'âge est supérieur ou égal à 18. Si la condition est vraie, tu vas afficher dans ta console le message tu es majeur en utilisant la méthode println. Tu peux ensuite exécuter ton code pour vérifier le message dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tu as le message tu es majeur qui apparaît dans ta console car la condition âge supérieur à 18 est vraie. Deuxième exemple, le if avec un bloc contenant plusieurs instructions. Tu vas reprendre l'exemple précédent avec ta variable âge de type integer ayant pour valeur 20, ta structure conditionnelle if avec la condition âge supérieur ou égal à 18 et le premier message tu es majeur qui s'affiche dans ta console lorsque la condition est vraie. Tu vas simplement ajouter un deuxième message, par exemple tu peux continuer pour ainsi avoir deux instructions à exécuter lorsque la condition est vraie. Tu peux ensuite exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tu as bien tes deux messages tu es majeur, tu peux continuer qui s'affichent dans ta console car la condition âge supérieur ou égal à 18 est vraie. Passons maintenant à la structure if-else. Pour rappel, cette structure va te permettre d'exécuter un code lorsque la condition est vraie et d'en exécuter un autre lorsque la condition est fausse. Commence par déclarer une variable de type integer que tu vas appeler âge et tu vas lui affecter la valeur 16. Étape suivante, la structure if avec pour condition âge supérieur ou égal à 18. Si la condition est vraie, tu vas afficher un message dans ta console en utilisant la méthode println, par exemple le message tu es majeur. Si la condition est fausse, après la première accolade fermante, le mot-clé else pour définir l'instruction à exécuter dans le cas où la condition est fausse. Tu vas donc utiliser une accolade ouvrante et écrire une instruction permettant d'afficher le message tu es mineur. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println et entre guillemets double. Dans les paramètres de ta méthode, tu vas écrire tu es mineur. N'oublie pas l'accolade fermante et tu peux ensuite exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tu as bien le message tu es mineur qui apparaît dans ta console, 16 étant inférieur à 18, la condition est donc false, donc c'est l'instruction après le else qui est exécutée. Cette fois-ci, tu vas utiliser une structure if, else if et else afin de pouvoir enchaîner plusieurs conditions. Tu vas commencer par déclarer une variable de type integer que tu vas appeler note et tu vas lui affecter la valeur 12. Étape suivante, le début de ta structure conditionnelle. Si la note est supérieure ou égale à 16, alors on va afficher le message très bien. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println et en paramètre de cette méthode, entre guillemets double, tu vas écrire très bien. Si cette première condition est fausse, alors on va définir une autre condition. Pour cela, tu vas utiliser le mot-clé else if et entre parenthèses, tu vas définir une deuxième condition. Par exemple, note supérieure ou égale à 10. Ce qui voudrait dire sinon si la note est supérieure ou égale à 10, alors entre accolades, tu vas écrire une instruction permettant d'afficher le message admis. Et si cette condition est également fausse, alors tu vas afficher le message ajourné. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println et entre guillemets double, tu vas écrire ajourné. N'oublie pas les accolades ouvrantes et fermantes entre chaque condition. Tu peux ensuite exécuter ton code pour vérifier le message dans ta console et c'est bien le message attendu. Ta note est égale à 12, donc c'est la deuxième condition qui est exécutée puisque cette note est inférieure à 16 mais elle est supérieure à 10, donc c'est le message admis qui apparaît dans ta console.
La structure switch permet d'obtenir un fonctionnement équivalent à plusieurs if, mais avec une meilleure lisibilité. L'expression est évaluée une seule fois, puis sa valeur est comparée avec les différents cases. Si aucune valeur ne correspond, le bloc default est exécuté. Chaque bloc se termine généralement par un break. Dans cet exemple, tu vas utiliser la structure switch. Commence par déclarer une valeur de type integer que tu vas appeler jour et tu vas lui affecter la valeur 2. Ensuite, tu peux passer à ta structure switch. Tape le mot-clé switch et en condition ta variable jour. Utilise les accolades pour définir tes différents cases. Chaque case va être comparé à la valeur de ta variable jour. Si elle correspond au case 1, alors on affiche lundi. N'oublie pas le mot-clé break pour terminer le bloc. Case 2, dans ce cas, on affiche mardi. Sinon, on affiche jour inconnu. Tu peux ensuite exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tu obtiens mardi car l'expression évaluée dans ton switch correspond au case 2. La structure while exécute un bloc d'instructions tant qu'une condition est vraie. La condition est évaluée avant chaque passage dans la boucle. Si elle est fausse dès le départ, le bloc n'est jamais exécuté. Il est donc important que le code contenu dans la boucle puisse faire évoluer la condition. Passons à l'utilisation du while dans le code. Tu vas commencer par déclarer et initialiser un compteur. Ce compteur est une variable de type integer que tu vas appeler i et tu vas lui affecter la valeur 0. Passons maintenant à ta structure while. While i inférieur à 10, c'est-à-dire tant que i est inférieur à 10, que va faire le code? Il va afficher la valeur de i. Pour cela, tu vas utiliser ta méthode println et en paramètre de ta méthode println, tu vas écrire i, c'est-à-dire la valeur de ton compteur. Pour incrémenter la valeur du compteur à chaque boucle, tu vas utiliser l'opérateur unaire ++ sur ta variable i. Tu peux maintenant exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tu as la valeur du compteur qui s'affiche à chaque tour de boucle et qui s'incrémente de 1 tant que i est inférieur à 10. Lorsque tu connais à l'avance le nombre d'itérations à réaliser, il est préférable d'utiliser la structure for. Elle se compose de 3 parties, l'initialisation, la condition et l'instruction d'itération. L'initialisation est exécutée une seule fois au début. La condition est testée à chaque tour de boucle, puis l'instruction d'itération est exécutée après chaque passage. Passons maintenant à un exemple simple d'utilisation de la boucle for. Ici, tu vas coder une boucle de 0 à 9. Pour cela, tu vas taper le mot-clé for et définir les 3 parties de la structure. Premièrement, l'initialisation, c'est une variable de type integer que tu peux appeler i et tu vas lui affecter la valeur 0. Point virgule, l'initialisation est effectuée une seule fois au début. Deuxième partie de ta boucle, la condition. Ici, on souhaite que i soit strictement inférieur à 10. Point virgule, la condition est testée à chaque tour de boucle. Et enfin, la dernière partie de ta structure for, l'instruction d'itération qui sera exécutée après chaque passage. Ici, tu vas utiliser l'opérateur unaire ++ pour incrémenter la valeur de ta variable i à chaque itération. Ensuite, tu vas définir l'action à coder dans le corps de ta boucle for et tout simplement, tu vas afficher la valeur de i dans ta console à chaque itération. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println et en paramètre de cette méthode, tu vas simplement écrire i. Tu peux ensuite exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tu obtiens la valeur de i à chaque itération tant que i est strictement inférieur à 10. Tu peux noter ici que i++ signifie incrémenter de 1 à chaque itération. Dans cette partie, je vais te montrer quelques vraies nouveautés récentes de Java. Premier exemple, le pattern matching dans un switch. Avant Java 21, quand tu voulais tester le type d'objet, tu utilisais souvent instance of avec un if. Avec Java 21, tu peux faire ça directement dans un switch de manière beaucoup plus lisible. Commence par créer une variable de type object que tu vas appeler valeur et tu vas lui affecter la chaîne de caractères bonjour. Étape suivante, on va utiliser le switch afin de tester automatiquement le type de la variable. Pour récupérer le résultat du test, tu vas créer une variable de type string que tu vas appeler résultat et tu vas lui affecter le test effectué par le switch. Premier case, si le nombre est un entier, le switch va donc appeler cet entier i, c'est un entier en affichant la valeur de la variable i. Deuxième case, si c'est du texte ou une chaîne de caractères, le switch va appeler cette chaîne de caractères s et retourner la phrase c'est une chaîne concaténée avec la valeur de la variable s. Dernier case, si c'est autre chose, alors le switch va retourner le message par défaut type
type non reconnu. Et pour afficher le résultat du pattern matching dans ta console, tu vas utiliser la méthode println et en paramètre de la méthode println, tu vas mettre ta variable de type chaîne de caractères résultat. Tu peux ensuite exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Comme ta variable valeur contient la chaîne de caractères bonjour, le switch choisit le case string s et donc ta variable résultat vaut c'est une chaîne bonjour. Dans le cas où tu n'as pas besoin de la variable, tu peux utiliser underscore. L'avantage est que c'est plus lisible et ça permet de signaler clairement que tu veux juste tester le type et que la valeur ne t'intéresse pas. Reprends ton exemple et remplace les variables dans tes cases par des underscores. Tu peux ensuite exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tu obtiens uniquement le message, c'est une chaîne. Dans cette partie, on va découvrir les bases de la programmation orientée objet, qu'on appelle aussi la POO. C'est un concept fondamental en Java. On va voir ensemble les classes, les objets, l'héritage, les interfaces et la gestion des erreurs. Une classe, c'est un modèle. Elle permet de définir des données qu'on appelle des attributs et des comportements qu'on appelle des méthodes. Par exemple, si tu veux représenter une voiture, tu peux créer une classe voiture. Dans IntelliJDA, à la racine de ton projet, dans le dossier SRC, tu vas cliquer droit, New, Java Class. Tu vas donner un nom à ta classe, par exemple voiture. Par convention, en Java, le nom des classes commence par une lettre majuscule. Ensuite, à l'intérieur de ta classe, tu vas déclarer les attributs, c'est-à-dire les variables de ta classe. Par exemple, on sait qu'une voiture peut avoir une marque et une vitesse. Tu vas donc déclarer une variable de type string que tu vas appeler marque et ensuite tu vas déclarer une variable de type integer que tu vas appeler vitesse. Ce qui veut dire que chaque nouvelle voiture de ton application aura une marque et une vitesse. Ensuite, tu vas définir le comportement d'une voiture. Par exemple, accélérer. Pour définir ce comportement, tu vas écrire une méthode qui va nous permettre d'afficher dans la console un message chaque fois que la voiture va accélérer. Pour faire simple ici, on va simplement utiliser la méthode println pour afficher le message la voiture accélère dans ta console. Pour résumer, on peut voir une classe comme par exemple le plan maison. Tu vas définir sa structure, mais la maison n'existe pas encore. Un objet, c'est une instance d'une classe, c'est-à-dire une version concrète créée à partir du modèle. Retourne dans IntelliJDA et tu vas aller dans ta classe principale, celle qui contient la méthode main, et tu vas créer un objet à partir de la classe voiture. Pour cela, tu vas créer un objet de type voiture que tu vas appeler voiture 1 et pour créer ce nouvel objet, tu vas utiliser le mot-clé new et la classe que tu vas utiliser, c'est-à-dire la classe voiture. Cette ligne veut dire que tu viens de créer une nouvelle voiture à partir de ta classe voiture et que tu l'as appelée voiture 1. Étape suivante, attribuer des valeurs à ta voiture. Pour rappel, dans ta classe voiture, chaque nouvelle voiture doit avoir une marque et une vitesse. Tu vas donc taper l'identifiant de ta nouvelle voiture, c'est-à-dire voiture 1, point, et les deux premiers éléments qui apparaissent sont les attributs de ta classe voiture. Tu peux commencer par sélectionner le premier attribut, c'est-à-dire la marque, et attribuer à ta voiture la marque Porsche. Ensuite, tu vas attribuer à ta voiture 1 un deuxième attribut, la vitesse. Tu peux lui attribuer par exemple la vitesse 264. Étape suivante, utiliser la méthode qui permet de faire accélérer la voiture. Même chose, tu vas utiliser l'identifiant de ton objet voiture, c'est-à-dire voiture 1, point, et chercher la méthode accélérer. Dernière étape, tu peux par exemple afficher les données de ta voiture 1 dans ta console. Et ça, en plus du message retourné par ta méthode accélérer. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println et écrire par exemple marque, deux points, et concaténer avec la marque de ta voiture 1. Tu fais la même chose pour afficher la vitesse. Tu peux ensuite exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tu as d'abord le message retourné par ta méthode accélérer, la voiture accélère, ainsi que l'affichage des données concernant la marque et la vitesse. Pour résumer, tu as donc la classe qui est l'équivalent du modèle et l'objet qui est l'équivalent de l'élément réel. Tu peux donc créer autant d'objets que tu veux à partir d'une classe. L'héritage permet de créer une classe à partir d'une autre. La nouvelle classe va récupérer les attributs et les méthodes. C'est utile pour éviter de répéter du code. Retourne dans IntelliJDA. Normalement, tu dois avoir ta classe voiture qui possède des attributs, la marque et la vitesse, ainsi qu'une méthode, la méthode accélérée. Dans l'arborescence de ton projet, dans le dossier SRC, tu vas cliquer droit, New, Java Class et créer la classe véhicule. Cette classe est donc la classe parent de la classe voiture. Cette classe possède un attribut, c'est la marque, ce qui veut dire que tout
véhicule qui hérite de la classe véhicule possédera, en plus de ses propres attributs, l'attribut marque. À noter que dans notre classe voiture actuelle, il y a déjà un attribut marque, mais on va la modifier une fois qu'on aura terminé la classe véhicule. Cette classe véhicule a également un comportement matérialisé par une méthode. Exemple, la méthode démarrer. C'est une méthode publique qui est accessible de partout, void parce qu'elle ne retourne rien, et elle s'appelle démarrer. Cette méthode va afficher un message dans la console, et pour cela, il faut utiliser la méthode println, et en paramètre de la méthode println, entre guillemets double, tu vas écrire le message, le véhicule démarre. Passons maintenant à la modification de la classe voiture. On voit dans cette classe qu'elle a déjà un attribut marque. Mais ici, on va utiliser l'héritage pour que la classe voiture hérite de l'attribut marque depuis la classe véhicule. Pour cela, on va utiliser le mot-clé extend qui veut dire que la classe voiture hérite ou littéralement étend la classe véhicule. Dans ce cas-là, nous n'avons plus besoin d'avoir un attribut marque dans la classe voiture, donc tu peux l'effacer. Passons maintenant au test de l'héritage. Va maintenant dans ta classe principale, celle qui contient ta méthode main. Première étape, la création d'un objet à partir de la classe voiture. Cet objet est de type voiture et tu vas l'appeler voiture. Tu vas utiliser l'opérateur d'affectation égal pour lui affecter une nouvelle voiture en utilisant le mot-clé new et le nom de la classe modèle pour créer cet élément réel, c'est-à-dire la classe voiture. Ensuite, tu vas définir les attributs de cet objet voiture, commençant par l'attribut propre à la classe voiture. Si tu retournes dans ta classe voiture, tu t'aperçois qu'elle a un attribut qui est la vitesse. Tu vas donc utiliser l'identifiant de ton objet voiture et sélectionner l'attribut vitesse et lui affecter la valeur 264. Passons maintenant à l'attribut hérité qui est donc dans ta classe parent, la classe véhicule. Si tu retournes dans cette classe, tu t'aperçois que cette classe possède un attribut, c'est la marque. Tu vas donc utiliser ton objet voiture et lui attribuer la valeur Porsche. Attention, ici, la marque est une chaîne de caractères, donc ta valeur doit être entre guillemets double. Étape suivante, l'utilisation de la méthode héritée qui se trouve dans la classe véhicule. Si tu retournes dans ta classe véhicule, tu observes que cette classe possède une méthode qui est la méthode démarrer. Dernière étape, la méthode propre à la classe voiture. Il s'agit cette fois-ci de la méthode accélérer. Tu peux ensuite exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tu obtiens deux messages de tes deux méthodes. Le premier message, c'est le véhicule démarre qui vient de ta méthode démarrer. C'est une méthode héritée de la classe véhicule. Et le deuxième message, c'est la voiture accélère qui vient de ta méthode accélérer et qui est elle une méthode propre à ta classe voiture. Ce que tu dois retenir ici, c'est que ta classe véhicule, c'est la classe parent et la classe voiture, c'est la classe enfant. C'est celle qui va hériter de la classe véhicule. Donc la voiture va récupérer automatiquement ce qui existe déjà dans la classe véhicule. Une interface permet de définir un contrat. Elle contient des méthodes que les classes doivent obligatoirement implémenter. Dans IntelliJDA, tu vas aller dans l'arborescence de ton projet, cliquer droit SRC, New, Java Class et sélectionner Interface. Cette interface, tu vas l'appeler véhicule. Tu peux noter que ton IDE fait la distinction entre les différentes classes lorsqu'il s'agit d'une classe classique ou d'une interface. Ici, l'interface a un logo I en vert. Dans cette interface, tu vas définir le comportement d'un véhicule. Ici, ton véhicule va démarrer et accélérer. Tu vas donc définir deux méthodes, la méthode démarrer qui est une méthode void car elle ne retourne aucune valeur, ainsi qu'une méthode accélérer. Dans une interface, on ne met pas de code à l'intérieur des méthodes, uniquement les signatures des méthodes. Passons maintenant à l'implémentation de cette interface. Tu vas aller dans ta classe voiture et taper le mot-clé implement. Tu vas ensuite sélectionner l'interface qui va être implémentée dans cette classe, c'est-à-dire l'interface véhicule. IntelliJDA te signale une erreur car il attend que tu implémentes les différentes méthodes de l'interface véhicule. Au survol du message d'erreur, tu as la possibilité d'implémenter automatiquement les méthodes. Tu peux également visualiser quelles sont ces méthodes. Tu peux ensuite les sélectionner. Tu peux également ajouter la notation override, ce qui permet de donner une information au compilateur Java. Il s'agit de classes qui ont été héritées d'une classe parent. Étape suivante, compléter le corps de ces méthodes héritées. On va faire un exemple simple. Pour la méthode démarrer, on va afficher un message la voiture démarre. Et pour la méthode accélérer, on va afficher un message dans la console la voiture accélère. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println et entre guillemets double, tu vas ajouter les différents messages en fonction des méthodes. Passons maintenant à l'utilisation de ces méthodes dans le main.
Première étape, la création d'un objet de type voiture. Cet objet, tu vas l'appeler voiture et tu vas lui affecter une nouvelle voiture en utilisant l'opérateur new. Ensuite, tu vas utiliser les méthodes de cette voiture. Pour cela, tu vas taper voiture, point, et sélectionner la première méthode, c'est-à-dire la méthode démarrer. Tu vas faire la même chose ensuite pour utiliser la méthode accélérer. Tu peux ensuite exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Les deux messages apparaissent. Ce sont les messages des deux méthodes de ton interface véhicule qui ont été implémentés dans ta classe voiture. Ce qui fait que chaque voiture est obligée d'implémenter ces deux méthodes. Pour résumer, une interface, c'est un peu comme un cahier des charges. Si on veut une nouvelle voiture, on doit respecter le contrat qui est de savoir démarrer et accélérer. Il est donc important d'utiliser les interfaces car cela permet d'avoir un code structuré, ça impose des règles claires et ça facilite la maintenance et l'évolution. En Java, les erreurs sont gérées avec des exceptions. Par exemple, si tu divises par 0, le programme va planter. Pour éviter ça, on utilise un bloc try catch. Pour rendre cela concret, on va prendre notre exemple lié à une voiture, le calcul de la vitesse avec un régulateur. Dans ta classe voiture, tu vas créer une méthode pour calculer la vitesse. Cette méthode est publique car elle est accessible de partout. Elle retourne un integer, c'est-à-dire un nombre entier, et elle s'appelle calculer vitesse. Elle prend en paramètre une distance, qui est donc une variable de type integer, et le temps, qui est lui aussi une variable de type integer. La vitesse est donc égale à la distance divisée par le temps, mais ici, il y a un risque si le temps est égal à 0. Cela risque de faire planter le programme. Pour sécuriser cette méthode, on va utiliser la gestion de l'erreur avec un try catch. On commence un bloc try et on va mettre ici code peut provoquer une erreur. Dans notre cas, c'est la division de la distance par le temps. Et ensuite, on va ouvrir un bloc catch pour capturer l'erreur. On va utiliser ici arithmetic exception qui a un type d'erreur. Ici, ce sont les erreurs mathématiques. Et utiliser la variable e afin de contenir l'erreur. Ce bloc va s'exécuter uniquement si une erreur se produit dans le try. Si une erreur se produit dans le try, on va afficher un message dans la console. Ce message, c'est erreur, temps égal à 0, impossible de calculer la vitesse. Tu peux également concaténer ce message avec le contenu de ta variable e, ce qui te permettra d'avoir des informations complémentaires sur ton erreur. On retourne 0 pour éviter que le programme plante. Étape suivante, essayer de calculer la vitesse. Tu vas donc retourner dans ta classe principale, celle qui contient ta méthode main. Tu vas d'abord créer un nouvel objet voiture que tu vas appeler voiture et tu vas utiliser la méthode calculer vitesse afin de pouvoir la tester. Cette méthode prend en paramètre deux variables de type integer, la distance et le temps. Ici, si je prends une valeur supérieure à 0, je ne devrais pas avoir d'erreur. Exécute ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Le temps est supérieur à 0, donc il n'y a pas de message d'erreur dans ta console. Cette fois-ci, tu vas remplacer le paramètre temps par une valeur égale à 0 et ensuite exécuter ton code pour vérifier que tu as bien un message d'erreur. Et c'est bien le résultat attendu. Tu as bien ton message temps égal à 0, impossible de calculer la vitesse, ainsi que l'erreur contenue dans ta variable e. C'est la fin de ce tutoriel, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager pour l'algorithme. Ça permet de proposer ce contenu à d'autres développeurs débutants et ça aide énormément la chaîne à se développer. Active également la notification pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. Si tu es intéressé par un mini projet complet qui reprend toutes ces notions importantes, fais-le savoir en commentaire et je t'enverrai le lien direct vers le tutoriel. Je te remercie d'avoir suivi le tutoriel jusqu'à la fin. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prends soin de toi.